Au voir la photo dans le bureau du millionnaire, la femme de ménage s'écria « Patron, ce garçon était dans mon foyer. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. » L'arôme inconfondable du café fraîchement préparé imprégnait l'air de l'élégant bureau au 32e étage de l'un des bâtiments les plus modernes de la Défense, à Paris. Les fenêtres en verre trempé offraient une vue imprenable sur la ville lumière, où la tour Eiffel se dressait majestueusement parmi les bâtiments haussmanniens qui étreignaient la métropole. C'était un mardi matin, typique de l'été parisien, avec le soleil doré filtrant à travers les vitres et créant des reflets dansants sur les meubles en chêne importés. Claire Dupont, une femme de 50 ans avec des cheveux gris attachés en un chignon simple, se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de cet environnement luxueux. Ses yeux marrons, marqués par les rides du temps et par la sagesse d'une vie pleine d'expérience, parcouraient méthodiquement chaque objet à nettoyer. Elle portait l'uniforme bleu marine de l'entreprise de nettoyage, toujours impeccable, car elle croyait que la dignité d'une personne ne se mesurait pas par le travail qu'elle exerçait, mais par la fierté avec laquelle elle l'exécutait. Cela faisait 3 ans qu'elle nettoyait ce bureau tous les mardis et vendredis, arrivant toujours à 7 heures du matin, lorsque l'activité dans le bâtiment était encore discrète. Elle connaissait la routine de l'endroit comme sa poche. D'abord, elle aspirait le tapis oriental qui dominait le centre de la salle, puis elle lustrerait la table de réunion où d'importantes décisions d'affaires étaient prises. Et enfin, elle s'attaquait aux étagères en chêne massif qui occupaient un mur entier de l'espace. Ce matin-là, quelque chose de différent attira son attention. Une légère vibration dans le bâtiment, peut-être causée par le vent fort soufflant de la Seine, avait légèrement déplacé quelques objets sur l'étagère la plus haute. Claire prit le petit escabeau qu'elle utilisait toujours pour atteindre les endroits les plus difficiles et, avec soin, commença à réorganiser les trophées, plaques d'honneur et cadres photos qui s'y trouvaient. « Fais attention, Claire », murmura-t-elle pour elle-même, se rappelant les conseils qu'elle donnait toujours aux enfants du foyer où elle avait travaillé pendant tant d'années. « Doucement, on va loin. » C'est alors que son pied glissa légèrement sur l'escabeau. Ce ne fut pas une chute grave, juste un léger déséquilibre, mais suffisant pour que sa main heurte un cadre argenté qui se trouvait dans un coin de l'étagère. L'objet tomba avec un bruit sourd sur le tapis, et Claire se pencha rapidement pour le ramasser, inquiète d'avoir endommagé quelque chose de précieux. En se baissant, ses yeux se fixèrent sur la photographie qui avait échappé du cadre. C'était une image en noir et blanc, légèrement jaunie par le temps, montrant un garçon d'environ 10 ans. Le garçon portait un uniforme scolaire simple, chemise blanche et pantalon bleu marine, et tenait dans ses mains un petit trophée de football. Mais ce ne fut ni les vêtements ni le prix qui firent battre le cœur de Claire, comme un tambour de carnaval. Ce furent les yeux, ses yeux sombres, profonds et mélancoliques, qui semblèrent garder des secrets trop grands pour un enfant. La forme du visage, la ligne du menton, la manière dont les cheveux tombaient sur le front. Chaque détail de ce visage était gravé dans sa mémoire, avec la précision de quelqu'un qui avait consacré 25 ans de sa vie à s'occuper d'enfants abandonnés. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, et ses mains commencèrent à trembler de manière incontrôlable. C'était lui, c'était Lucas, le garçon qui était arrivé au foyer Saint-Vincent à Saint-Denis, par une nuit pluvieuse de juin, il y a exactement 25 ans. Claire se souvenait de cette nuit comme si c'était hier. Elle était de garde quand une femme élégante avait amené le garçon, prétendant l'avoir trouvé perdu dans la rue. Mais les instincts aiguisés de Claire, développés au fil des ans à s'occuper d'enfants en situation vulnérable, lui disaient qu'il y avait plus dans cette histoire. Lucas était différent des autres enfants du foyer, non seulement par son éducation, raffinée, et ses manières qui trahissaient une origine plus aisée, mais surtout par la façon dont il absorbait le savoir. Il avait une intelligence brillante et une mémoire impressionnante pour les chiffres et les stratégies. À 10 ans,
Il résolvait déjà des problèmes de mathématiques qui défiaient des adolescents beaucoup plus âgés. « Tati Claire, disait-il avec sa voix douce et polie, quand je serai grand, j'aurai une grande entreprise et j'aiderai tous les enfants du monde qui n'ont pas de famille. » Claire ferma les yeux, sentant les larmes brûler derrière ses paupières. Elle se souvint de l'après-midi où une famille riche était venue au foyer intéressée à adopter Lucas. Elle avait senti son cœur se briser en voyant l'espoir dans les yeux du garçon, mais elle avait aussi remarqué que quelque chose n'allait pas dans la posture de ses potentiels parents adoptifs. Il y avait trop de froideur, trop de calcul et peu d'amour véritable. Lorsque la directrice du foyer lui offrit l'opportunité d'adopter Lucas elle-même, Claire passa la nuit entière éveillée, déchirée entre l'amour qu'elle ressentait pour le garçon et la responsabilité qu'elle portait pour les 53 autres orphelins qui dépendaient d'elle. Au final, elle prit la décision la plus douloureuse de sa vie, rester au foyer pour s'occuper de tous les enfants qui avaient besoin d'elle, renonçant à son propre bonheur maternel. « Dieu me pardonne », murmura-t-elle maintenant, tenant la photographie contre sa poitrine. « Dieu me pardonne de ne pas avoir été égoïste à ce moment-là. » Le son de la porte de l'ascenseur s'ouvrant la fit sortir de ses souvenirs. Rapidement, elle essuya ses yeux et remit la photographie dans le cadre, la repositionnant sur l'étagère. Elle fit semblant d'être occupée avec le nettoyage quand elle entendit les pas fermes et décidait qu'elle reconnaissait très bien. Eduardo Mendes Carvalho, 35 ans, entra dans le bureau avec sa présence imposante. Grand, avec des épaules larges et des cheveux sombres toujours parfaitement coiffés, il portait un costume italien qui coûtait plus que ce que Claire gagnait en 6 mois. Ses yeux, ces mêmes yeux mélancoliques qu'elle venait de reconnaître sur la photographie. Il parcourait l'environnement avec l'autorité de ceux qui dirigeaient un empire commercial évalué à des centaines de millions d'euros. « Bonjour, Claire », dit-il poliment, mais sans chaleur humaine, se dirigeant directement vers sa table. « Bonjour, docteur Edouard », répondit-elle, maintenant. La voix ferme, malgré le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Claire l'observa discrètement pendant qu'il organisait les papiers sur la table en acajou. Chaque geste, chaque manie confirmait ses soupçons. La façon dont il tambourinait des doigts lorsqu'il était pensif, la manière dont il inclinait la tête sur le côté droit lorsqu'il était concentré, l'habitude de jouer avec son poignet gauche lorsqu'il était nerveux. C'était Lucas, son garçon. L'enfant qu'elle avait bercé pendant les nuits de cauchemar, qu'elle avait appris à lasser ses chaussures, qu'elle avait consolé lorsqu'il ressentait la nostalgie d'une famille qui n'avait peut-être jamais vraiment existé. Et maintenant, le voilà devenu l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Paris, sans avoir la moindre idée de qui elle était vraiment. Ignorant que la femme qui nettoyait son bureau 2 fois par semaine avait été celle qu'il avait le plus aimée durant les premières années de sa vie consciente. Le téléphone sonna et Édouard répondit d'une voix grave et professionnelle. Claire continua son nettoyage, mais son esprit travaillait fiévreusement. Comment aborder la situation? Comment révéler une vérité si impactante? Et surtout, se souviendrait-il d'elle après tout ce temps? Alors qu'elle polissait un trophée en bronze, Claire prit une décision. Elle ne se précipiterait pas. Elle observerait, enquêterait discrètement et seulement alors déciderait comment procéder. Après tout, 25 ans s'étaient écoulés et tant elle que Lucas, maintenant Édouard, étaient des personnes complètement différentes. Mais une chose, elle le savait avec certitude. Le destin avait mis cette photographie entre ses mains pour une raison. Et elle ne gâcherait pas cette seconde chance que la vie lui offrait d'être près de l'enfant qu'elle avait toujours considéré comme son fils de cœur. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte de la photographie, et Claire se sentait comme si elle vivait dans 2 mondes parallèles. Pendant la journée, elle maintenait sa routine habituelle. Nettoyage méticuleux, discrétion professionnelle et la cordialité polie qui caractérisait son travail. Mais intérieurement, une tempête d'émotions et de souvenirs la consumait, faisant de chaque moment au bureau un mélange de joie d'être près de Lucas
et d'angoisse qu'ils ne la reconnaissent pas. Ce vendredi matin, elle arriva au bureau avec 15 minutes d'avance, comme elle le faisait toujours. Le soleil levant peignait le ciel parisien de teintes oranges et roses, et la ville commençait à s'éveiller en bas. Claire positionna son matériel de nettoyage dans le petit placard de service et commença sa routine, mais cette fois avec un objectif supplémentaire. Observer Édouard avec plus d'attention, cherchant des signes de l'enfant qu'elle avait un jour si bien connu. Édouard arriva à 8 heures précises, comme d'habitude. Il portait un costume bleu marine, qui mettait en valeur ses yeux sombres, et tenait dans ses mains une tasse de café et un pain au chocolat de la boulangerie française du rez-de-chaussée de l'immeuble. Claire remarqua qu'il avait demandé son café sans sucre, exactement comme Lucas avait toujours préféré le chocolat chaud au foyer, affirmant que le goût trop sucré lui donnait la nausée. « Bonjour, Claire », salua-t-il en se dirigeant vers sa table. « Bonjour, docteur Édouard. Vous allez bien ? Vous avez l'air un peu fatigué », osa-t-elle commenter, brisant légèrement le protocole de distance qu'elle avait toujours maintenu. Édouard s'arrêta un instant et la regarda avec plus d'attention. « Ce n'est pas facile de dormir ces derniers temps. Cauchemar constant. »« Quel genre de cauchemar, si cela ne vous dérange pas ?» demanda Claire, feignant de ranger quelques livres sur l'étagère proche. « Des choses étranges, » soupira-t-il, s'asseyant dans son fauteuil en cuir italien. « Des odeurs. Surtout, soupe de haricots, savon en poudre, désinfectant hospitalier. Et il y a toujours des enfants qui pleurent en arrière-plan, mais je ne parviens jamais à les voir clairement. » Le cœur de Claire s'emballa. C'étaient exactement les odeurs qui dominaient la cantine et les dortoirs du foyer Saint-Vincent. C'était comme si la mémoire inconsciente d'Édouard essayait d'émerger à travers ses rêves. « Cela doit être le stress du travail », commenta-t-elle, essayant de garder une voix neutre. « Vous travaillez beaucoup. »« Peut-être, » murmura Édouard, mais son expression révélait qu'il savait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ses rêves. Récurrent, pendant les 2 heures suivantes, Claire observa chaque geste d'Édouard pendant qu'il travaillait, et c'est alors qu'elle remarqua le premier signe indubitable. Lorsqu'il eut fini de boire son café, il plia automatiquement la serviette en papier en forme de petit bateau, lissant les plis avec le soin méticuleux de celui qui répétait un rituel familier. Claire faillit faire tomber le plumeau qu'elle tenait. C'était exactement la même technique qu'elle avait enseignée à Lucas lors des préparatifs pour la fête de la Saint-Jean au foyer, lorsqu'il fabriquait des petits bateaux en papier pour décorer la cantine. C'était un geste si spécifique, si unique dans la manière dont il pliait et repliquait les pointes, qu'il ne pouvait pas s'agir d'une coïncidence. « Quel joli petit bateau !» commenta-t-elle, s'approchant de la table pour ramasser un stylo qui était tombé intentionnellement au sol. Édouard regarda la serviette pliée dans ses mains comme s'il la voyait pour la première fois. « Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est automatique. Depuis enfant, chaque fois que j'ai du papier dans les mains, je finis par faire ces petits bateaux. C'est une technique bien spécifique, observa Claire. Quelqu'un a dû vous l'apprendre quand vous étiez petit. Ça doit être ça, acquiesça-t-il, mais son front se plissa de concentration, bien que je ne me souvienne pas de qui. Claire sentit un nœud dans sa gorge. Comment expliquer que c'était elle qui avait passé des heures à enseigner ce pliage à un garçon triste qui manquait d'une famille ? Comment dire que ces petits bateaux en papier avaient été une façon de le distraire des nuits où il pleurait doucement, appelant une mère qu'il n'avait peut-être jamais connue? Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Marcia, la secrétaire d'Édouard, l'informant que l'épouse était à la réception. « Peux-tu lui faire monter ?» dit Eduardo, et Claire perçut un léger changement dans sa posture. Ses épaules se raidirent, sa mâchoire se contracta légèrement, et il rangea le petit bateau en papier dans le tiroir du bureau comme si c'était quelque chose de gênant. Quelques minutes plus tard, Hélène Carvalho entra dans le bureau comme une rafale d'élégance et de parfums importés. À 42 ans,
C'était une femme éblouissante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, une peau dorée de celle qui fréquentait les meilleurs spas de la ville, et une robe Chanel qui coûtait plus que ce que Claire gagnait en un an. Ses yeux bleu-gris parcoururent la pièce avec la supériorité de celle qui était née dans un berceau d'or. « Eduardo, mon cher, dit-elle, embrassant la joue de son mari sans toucher sa peau. Nous devons parler du dîner de demain. Le sénateur a confirmé sa présence, et tu sais combien il est important de maintenir ces relations. Bien sûr, Hélène, répondit Eduardo avec une cordialité qui semblait préparée. Mais je suis occupé maintenant. Pouvons-nous en parler à la maison? Hélène remarqua enfin la présence de Claire, qu'illustrant discrètement une étagère à proximité. Son regard était froid et évaluatif, comme si elle analysait si l'employé représentait une menace ou n'était qu'un meuble humain. « Qui est cette personne ?» demanda Hélène d'un ton qui ne cachait pas son mépris. « Claire, notre aide de ménage, » expliqua Eduardo. « Elle travaille ici depuis 3 ans. » Depuis 3 ans, Hélène leva un sourcil parfaitement dessiné. « Je ne savais pas que nous avions des employés fixes. Je pensais que l'entreprise de nettoyage envoyait des personnes différentes. » Claire est très compétente, défendit Eduardo, et Claire ressentit une pointe de gratitude. Je préfère garder la même personne. C'est une question de sécurité et de confiance. Hélène s'approcha de Claire avec des pas calculés. Quel est ton nom complet? Demanda-t-elle d'un ton qui ressemblait plus à un interrogatoire. Claire Dupont, madame, répondit-elle, gardant la tête baissée et les mains occupées avec le chiffon de nettoyage. « Et depuis combien de temps travailles-tu dans le nettoyage ?»« Environ 15 ans, madame. Avant cela, je travaillais dans un foyer pour enfants. » Claire remarqua qu'Eduardo releva brusquement la tête en entendant le mot « foyer ». Ses yeux se fixèrent sur elle avec une intensité qu'il n'avait pas montrée auparavant, comme si quelque chose s'était éveillé dans son esprit. « Foyer !» répéta Hélène avec mépris. « Quel genre de travail faisais-tu là-bas ?»« Je m'occupais des enfants, madame. J'aidais à l'alimentation, aux devoirs, aux activités récréatives. C'était comme être la mère de 50 enfants en même temps, » expliqua Claire, observant discrètement la réaction d'Eduardo. « Ça a dû être intéressant, » commenta Hélène avec peu d'intérêt, mais Eduardo continuait à regarder Claire avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Dans quel foyer travaillais-tu » demanda Eduardo soudainement, se levant de sa chaise. « Foyer Saint-Vincent à Saint-Denis » répondit Claire, sentant son cœur battre si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Eduardo resta silencieux pendant un long moment. Sa main droite se dirigea automatiquement vers son poignet gauche où Claire savait qu'il y avait une petite cicatrice en forme de croissant de lune. Résultat d'une chute de la cuve à eau du foyer lorsqu'il avait 8 ans. Elle-même avait soigné la blessure, appliquant de l'iode et faisant des bandages tous les jours jusqu'à ce qu'elle cicatrise. « Saint-Vincent » répéta-t-il lentement, comme s'il testait comment les mots sonnaient dans sa bouche. « Ce nom me semble familier. » Hélène regarda d'Eduardo à Claire avec une expression de suspicion croissante. « Eduardo, ça va? Tu es devenu pâle ?»« Oui, ça va, » mentit-il, passant la main dans ses cheveux, un autre geste que Claire reconnaissait de quand il était enfant et qu'il était nerveux. « C'est juste que... parfois j'ai l'impression d'avoir déjà été à cet endroit. Saint-Denis. »« C'est impossible, » dit Hélène catégoriquement. « Tu as été élevé à la Tijuca, chez nous. Tu n'as jamais vécu nulle part dans la banlieue. » Eduardo hocha la tête, mais Claire remarqua que son expression restait confuse, comme s'il essayait d'assembler des pièces d'un puzzle qui n'avait pas de sens. Le téléphone sonna à nouveau, cette fois avec l'appel qu'Eduardo attendait de São Paulo. Il dut répondre, et Hélène se dit rapidement au revoir, non sans jeter un dernier regard méfiant à Claire. Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, Eduardo resta longtemps silencieux, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Claire continua son travail, mais elle sentait que quelque chose de fondamental avait changé entre eux.
C'était comme si une porte qui était restée fermée pendant 25 ans avait commencé à s'entr'ouvrir. « Claire, » dit Eduardo soudain, sans se retourner, « te souviens-tu de tous les enfants dont tu t'es occupé au foyer ?»« Chacun d'eux, docteur Eduardo, » répondit-elle avec sincérité. « Ils étaient mes enfants de cœur. Une mère n'oublie jamais. Et eux, ils se souvenaient de toi, même devenus grands ?» Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Certaines, oui. Certaines revenaient me rendre visite pour me raconter comment se passait leur vie. C'était ma plus grande joie. Eduardo se retourna enfin pour la regarder, et Claire était sûre que pendant un bref instant, derrière les yeux de l'homme d'affaires prospère, elle aperçut le petit garçon effrayé qu'elle avait connu un jour. « Ça doit être réconfortant, » dit-il doucement, « de savoir que tu as marqué la vie de tant de personnes de manière positive. Et c'est, docteur Eduardo, et c'est. » Le week-end passa lentement pour Claire, qui se trouva incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que la situation avec Eduardo. Elle vivait dans un petit appartement de 2 chambres à La Défense, un endroit simple mais accueillant qu'elle avait acquis avec beaucoup de travail et d'économie. Les murs étaient décorés de photographies de dizaines d'enfants du foyer. Ces enfants qu'elle n'avait jamais oubliés. Ce dimanche soir, assise dans son fauteuil à tissu fleuri, elle ouvrit une boîte à chaussures qu'elle gardait sous le lit depuis des années. À l'intérieur se trouvaient ses journaux de l'époque du foyer, des cahiers simples où elle notait des détails sur chaque enfant, leurs préférences alimentaires, leurs peurs, leurs rêves, leurs progrès dans l'école. Épisode marquant. C'était une habitude qu'elle avait développée pour mieux s'occuper de chacune d'elles. Avec des mains tremblantes, elle chercha ses notes sur Lucas. Tout était là. La date de son arrivée au foyer, 15 juin 1999. La description de la femme élégante qui l'avait amenée, cheveux blonds, robe chère, trop nerveuse pour quelqu'un qui venait simplement de trouver un enfant perdu, et, surtout, tous les petits détails qui prenaient maintenant sens en observant Eduardo. Lucas a des cauchemars fréquents. Elle avait écrit en juillet 1999. Toujours avec les mêmes éléments, des voix autoritaires qui discutent, le bruit d'une porte qui claque, l'odeur d'un parfum cher mélangé à de la cigarette. Quand il se réveille, il pleure doucement en appelant quelqu'un qu'il appelle seulement « maman chérie ». Claire ferma les yeux, se remémorant les nuits où elle se levait pour le consoler. Lucas ne racontait jamais de détails sur sa vie précédente, mais elle percevait qu'il y avait quelque chose de traumatique derrière. Son arrivée au foyer. L'enfant était trop éduqué, connaissait des mots complexes pour son âge, mais en même temps, il montrait une peur profonde d'être abandonné à nouveau. Le lundi, elle arriva au bureau déterminée à en savoir plus sur la vie actuelle d'Eduardo, mais sans éveiller de soupçons. Elle avait passé tout le dimanche à planifier comment aborder le sujet de manière naturelle. Eduardo arriva avec 1 heure de retard, ce qui était inhabituel pour lui. Il portait le même costume que la veille, un autre comportement atypique, et ses yeux avaient de profondes cernes. Claire remarqua immédiatement qu'il portait une tension différente. « Bonjour, docteur Eduardo. Tout va bien pour vous ?» demanda-t-elle avec une sincère inquiétude. « Je n'ai presque pas dormi, » admit-il, s'affalant dans son fauteuil. Ses cauchemars sont revenus plus intenses, et maintenant, ils ont des visages. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Des visages ?»« Une femme, » dit-il, massant ses tempes, avec des cheveux gris attachés en chignon. Elle chante toujours quelque chose dans une langue que je ne peux pas identifier, mais d'une manière ou d'une autre, je comprends. C'est à propos d'un petit oiseau qui a perdu son nid. Claire faillit renverser le seau d'eau qu'elle portait. C'était la berceuse en tupi-guarani qu'elle avait apprise de sa grand-mère et qu'elle chantait aux enfants du foyer quand ils avaient du mal à s'endormir. Lucas demandait toujours spécifiquement cette chanson, disant qu'elle le calmait. « C'est intéressant », réussit-elle à dire d'une voix étranglée. « Vous connaissez le tupi-guarani » Eduardo la regarda avec surprise. « Tupi-guarani ? Non, je n'ai jamais étudié. Pourquoi demandez-vous ? La musique que vous décrivez ressemble à une très ancienne chanson indigène.
Ma grand-mère me l'a enseigné quand j'étais enfant. Votre grand-mère était indigène? Oui, elle l'était. Elle m'a élevé quand ma mère est morte. Elle m'a appris beaucoup de chansons de sa tradition. L'une d'elles parlait exactement d'un petit oiseau orphelin qui cherchait un nouveau nid. Eduardo resta silencieux, traitant l'information. Vous chantiez cette musique au foyer? Oui, je chantais. C'était l'une des préférées des enfants. Ils disaient que cela les aidait à avoir de beaux rêves. Comment ça se passe? Demanda Eduardo soudainement, se levant de sa chaise avec une urgence qui effraya Claire. Docteur Eduardo? La musique. Comment ça se passe? J'ai besoin de savoir. Claire regarda autour d'elle, s'assurant qu'ils étaient seuls dans le bureau. D'une voix basse et mélodieuse, elle commença à chanter doucement. Wirapuru a perdu son foyer, a volé dans l'obscurité, mais il trouvera qui lui donnera de l'amour, nouvelle famille, nouveau foyer. Eduardo se figea un instant, puis commença à trembler visiblement. Ses mains allèrent automatiquement à son visage, et Claire vit des larmes couler entre ses doigts. « Comment savez-vous cette musique » murmura-t-il. « Eduardo. Docteur Eduardo, je... » commença Claire, mais fut interrompue par le bruit de l'ascenseur s'ouvrant. Elena entra dans le bureau accompagnée d'un homme grand et maigre, d'environ 50 ans, portant un costume noir impeccable. Ses cheveux étaient gris, coiffés en arrière, et il portait un porte-documents en cuir qui suggérait professionnalisme et discrétion. « Eduardo, mon chéri, » dit Elena, mais s'arrêta brusquement en voyant l'état émotionnel de son mari. « Que s'est-il passé? Tu pleures ?» Eduardo essuya rapidement ses yeux et tenta de reprendre une posture normale. « Ce n'est rien, juste un fort mal de tête. » Elena ne sembla pas convaincue, mais tourna son attention vers l'homme qui l'accompagnait. « Voici Rodrigo Sampaio, détective privé. J'ai engagé ses services pour une question de sécurité familiale. » Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. « Un détective privé? Elena soupçonnait-elle quelque chose? »« Enchanté, docteur Carvalho, » salua Rodrigo Eduardo d'une poignée de main ferme. « Votre épouse m'a engagé pour mener une enquête sur les employés ayant accès à vos informations personnelles et professionnelles. C'est une mesure préventive, compte tenu de votre succès dans les affaires. » Eduardo regarda d'Elena au détective, clairement confus. « Des employés? Quels employés ?» Eh bien, Elena fit un geste discret en direction de Claire. « Des personnes qui circulent dans votre environnement de travail, qui connaissent votre routine, qui ont accès à des informations sensibles. » Claire continua à nettoyer une étagère, feignant de ne pas prêter attention, mais chaque mot était comme un coup de poignard. Elena se méfiait d'elle. « Elena, c'est inutile, » protesta Eduardo. « Claire travaille ici depuis 3 ans. C'est une personne de confiance. » « Justement pour cela, » répondit Elena froidement, « les personnes proches peuvent être plus dangereuses. Et dernièrement, tu es... différent, distant. J'ai pensé que peut-être quelqu'un exerçait une sorte d'influence sur toi. » Rodrigo ouvrit son porte-documents et sortit un bloc-notes. « Madame Claire Dupont, n'est-ce pas? J'ai besoin de poser quelques questions. C'est une procédure standard. » Claire se retourna lentement, sentant la sueur froide couler dans son dos. « Oui, monsieur. Où êtes-vous né? » « À Saint-Denis, ici même à Paris. Famille. Je suis fille unique. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. J'ai été élevée par ma grand-mère maternelle. Et votre parcours professionnel? J'ai travaillé 25 ans au foyer Saint-Vincent, à Saint-Denis. Après sa fermeture, j'ai commencé à travailler dans le nettoyage. » Rodrigo notait tout méticuleusement. « Le foyer a fermé quand? »« Il y a 5 ans. Coupe de subventions publiques. »« Et avez-vous des contacts avec d'anciens collègues de là-bas » Claire hésita un moment. « Quelques-uns, oui. Des employés qui se sont répandus dans d'autres foyers et institutions. L'un de ces contacts travaille dans l'investigation, les médias ou des activités qui pourraient compromettre la vie privée de nos clients? Non, monsieur.
Ce ne sont que des personnes qui s'occupaient d'enfants, comme moi. Édouard observait toute la scène avec une expression de plus en plus troublée. Claire, c'est humiliant pour elle. Elle ne mérite pas d'être traitée comme une suspecte de quelque chose dont nous ne savons même pas ce que c'est. Édouard, Claire parla avec une patience forcée. Je protège notre famille. Tu ne peux pas être si naïf que de faire confiance aveuglément à n'importe qui. N'importe qui? Édouard répéta, et Claire détecta une note d'irritation dans sa voix. Claire n'est pas n'importe qui. Elle... Tout le monde le regarda, attendant la fin de la phrase qui semblait s'être perdue dans son esprit. « Elle quoi, mon cher ?» insista Claire. Édouard passa sa main dans ses cheveux, ce geste nerveux que Claire connaissait si bien. « Elle me rappelle quelqu'un. Je ne sais pas expliquer. »« Elle te rappelle qui ?»« Je ne sais pas, » Édouard admit avec frustration. « C'est comme si je la connaissais déjà d'un endroit. Il y a quelque chose de familier en elle. » Rodrigo leva les yeux de ses notes. « C'est intéressant. Madame Claire, connaissiez-vous le docteur Lefebvre avant de travailler ici ?»« Non, monsieur, » répondit Claire, disant techniquement la vérité. Elle connaissait Lucas, pas Édouard Lefebvre. « Êtes-vous sûr? Vous ne vous êtes jamais croisés nulle part? Hôpital, école, événement social ?»« Je suis sûr, monsieur. » Rodrigo ferma son bloc-notes. « Très bien. Je vais vérifier vos références et votre historique. C'est juste une procédure standard, rien de personnel. » Après qu'Helena et le détective soient partis, le bureau resta dans un silence entendu. Édouard resta debout devant la fenêtre pendant de longues minutes, tandis que Claire essayait de continuer son travail avec des mains tremblantes. « Claire, » dit-il enfin sans se retourner. « Oui, docteur Édouard ? Cette musique, la chanson indigène ? Oui. Je connais le reste des paroles. Je ne sais pas comment, mais je les connais. » Claire sentit les larmes brûler ses yeux. « Vous vous en souvenez ? » « Pas exactement, » admit-il. « Mais c'est ici. » Il toucha sa poitrine, sur le cœur. « C'est ici, à l'intérieur, comme si ça faisait partie de moi. » « Parfois, » dit Claire prudemment, « les souvenirs les plus importants sont gardés dans le cœur, pas dans l'esprit. » Édouard se retourna enfin pour la regarder. « Penses-tu qu'il est possible que quelqu'un oublie complètement son enfance ? Je pense que quand un enfant traverse des situations très douloureuses, l'esprit peut essayer de le protéger en effaçant certains souvenirs, mais ils ne disparaissent jamais complètement. Ils attendent le bon moment pour revenir. Et si ces souvenirs changeaient tout ce que la personne croit sur elle-même ? » Claire le regarda droit dans les yeux, ces mêmes yeux mélancoliques qui avaient cherché les siens en quête de réconfort tant de nuits au foyer. Alors peut-être qu'il est temps de découvrir qui elle est vraiment. Les jours suivants s'étirèrent comme une éternité pour Claire. Elle savait que le détective enquêtait sur chaque aspect de sa vie, et la tension dans le bureau était devenue presque palpable. Édouard passait de longs moments en silence, plongé dans des pensées qui semblaient le tourmenter, tandis qu'elle essayait de maintenir la normalité de sa routine, même en sentant que chaque mouvement était observé et analysé. Le jeudi de la semaine suivante, une situation inattendue changerait le cours de tout. Claire arriva au bureau et trouva Édouard assis par terre, le dos tourné à la porte, en train de manipuler quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. En s'approchant, elle réalisa qu'il griffonnait quelque chose sur une feuille de papier avec des mouvements mécaniques et inconscients. « Docteur Édouard » appela-t-elle doucement. « Tout va bien ?» Il sursauta comme s'il sortait d'un transe et tenta rapidement de cacher le papier. Mais Claire avait déjà vu suffisamment pour sentir le monde tourner autour d'elle. Sur le papier se trouvait un dessin détaillé, le plan du foyer Saint-Vincent. Chaque couloir, chaque chambre, chaque détail architectural était là, dessiné avec la précision de quelqu'un qui connaissait intimement chaque centimètre de cet endroit. « Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné ça, » dit Édouard, se levant du sol avec la feuille froissée à la main. « Je pensais à d'autres choses, et quand je me suis rendu compte... »« Puis-je voir ?» demanda Claire, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Édouard hésita, mais finit par tendre le papier.
Claire l'ouvrit délicatement et sentit les larmes immédiatement. Tout était là. La cantine où ils prenaient leur repas, la cour où les enfants jouaient, les dortoirs avec leurs lits alignés, et même le petit jardin à l'arrière, où elle avait l'habitude de raconter des histoires les dimanches après-midi. Mais ce qui l'impressionna le plus fut un petit détail qu'Édouard avait dessiné dans le coin inférieur droit. Un grand réservoir d'eau, avec une petite échelle sur le côté. C'était exactement de là que Lucas était tombé à l'âge de 8 ans, laissant la cicatrice qu'elle savait qu'Édouard portait encore au poignet. « Docteur Édouard, dit-elle d'une voix étranglée, où avez-vous déjà vu cet endroit ?»« Je ne sais pas, répondit-il, passant ses mains sur son visage avec frustration. Ça a simplement apparu dans ma tête, comme si j'y avais vécu. Et si tu y avais vécu ?» Édouard la regarda avec un mélange de confusion et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Comment ça ?» Claire prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Docteur Édouard, je dois vous dire quelque chose, mais d'abord, puis-je voir votre poignet gauche ?»« Mon poignet ?» Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« S'il vous plaît, c'est important. » À contre-cœur, Édouard tendit son bras gauche et retroussa la manche de sa chemise. Là, elle était une petite cicatrice en forme de croissant de lune, exactement comme Claire s'en souvenait. « Comment saviez-vous que j'avais cette cicatrice ?»« Parce que je m'en suis occupé quand cela s'est produit, » répondit Claire, laissant les larmes couler librement sur son visage. « Vous aviez 8 ans, Édouard, ou plutôt Lucas. C'était votre nom au foyer. » Édouard recula comme s'il avait reçu un coup. « Que dites-vous »« Vous êtes arrivé au foyer Saint-Vincent une nuit de juin 1999. Une femme élégante a dit qu'elle vous avait trouvé perdu dans la rue. Mais j'ai toujours su qu'il y avait plus dans cette histoire. Vous êtes resté avec nous pendant 4 années. »« C'est impossible, » balbutia Édouard. « J'ai toujours vécu avec ma famille. Hélène a raison, j'ai grandi à la Défense. » Édouard, regarde ce dessin. Comment expliquerais-tu que tu connais chaque détail d'un endroit où tu n'as apparemment jamais été ? Il regarda le papier dans ses mains, puis la cicatrice sur son poignet, puis le visage de Claire. « Tu m'as vraiment connu quand j'étais enfant ? Je t'ai connu et aimé comme si tu étais mon propre fils, avoua-t-elle. Tu étais spécial, Édouard, intelligent, sensible, affectueux. Tu disais toujours que quand tu serais grand, tu aurais une grande entreprise et aiderais tous les enfants du monde. » Édouard s'assit lourdement dans son fauteuil, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Les chansons que tu chantes, les bateaux en papier, tout cela, je t'ai appris. Tu adorais faire des bateaux en papier. Tu disais qu'ils étaient des navires qui un jour t'emmenaient vers une famille qui t'aimerait vraiment. »« Ma famille m'aime, » protesta Édouard, mais sa voix sonnait faible, sans conviction. « Édouard » Claire s'approcha de lui prudemment. « Quand tu penses à ton enfance, quels sont tes premiers souvenirs ?» Il resta silencieux longtemps, se concentrant. C'est étrange. Je ne me souviens de rien. Avant 12, 13 ans. Hélène a toujours dit que c'était parce que j'avais eu une forte fièvre quand j'étais enfant, ce qui a affecté ma mémoire. Et tu n'as jamais remis cela en question ? Je l'ai remis en question, oui. Mais chaque fois que je demandais des choses sur mon enfance, ma mère, Madame Lefebvre, devenait très nerveuse. Elle disait qu'il valait mieux ne pas toucher au passé. Claire ressentit une vague de colère en pensant à la femme qui avait arraché Lucas du foyer et ensuite construit une vie basée sur des mensonges. « Édouard, te souviens-tu du jour où tu as été adopté ?»« Adopté ?» Il releva brusquement la tête. « Je n'ai pas été adopté, je suis le fils biologique des Lefebvre. »« Es-tu sûr de cela ?»« Bien sûr que je le suis. Il y a des documents, un acte de naissance. » Et si ces documents étaient la faute ? Édouard se leva, agité. « Claire, ce que tu suggères c'est absurde. Tu es en train de dire que toute ma vie est un mensonge. »
Je dis que tu mérites de connaître la vérité sur qui tu es vraiment. Et quelle serait cette vérité? Claire prit une profonde inspiration. La vérité est que tu es arrivé à notre foyer traumatisé et effrayé. Il a fallu des mois pour que tu puisses dormir une nuit entière sans cauchemar. Tu parlais d'une grande maison, de gens qui criaient, d'avoir peur de rester seul dans le noir. Cela ne prouve rien. Et la vérité est que lorsque tu as eu 12 ans, une famille riche s'est manifestée pour t'adopter. J'ai essayé de dissuader la directrice parce que quelque chose ne me plaisait pas chez ces gens, mais la donation qu'ils ont proposée était trop tentante pour un foyer toujours en difficulté financière. Édouard commença à faire les 100 pas, clairement perturbé. Même si c'est vrai, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi as-tu attendu 3 ans? Parce que j'avais peur, admit Claire. Peur de me tromper, peur de détruire ta vie, peur que tu ne te souviennes pas de moi. Et maintenant? Maintenant, je vois que tu souffres de ces souvenirs fragmentés. Je vois que ton âme est agitée, cherchant quelque chose que tu ne peux pas définir. Et je ne peux plus rester silencieuse en te voyant ainsi. Le téléphone sonna, interrompant le moment tendu. Édouard décrocha mécaniquement. « Docteur Lefebvre, ici Romain Dupuis, j'ai quelques informations sur notre enquête. Puis-je monter ?» Édouard regarda Claire avec une expression mêlant panique et détermination. « Oui, monte !» Après avoir raccroché, il se tourna vers elle. « Claire, j'ai besoin que tu me promettes une chose. »« Quoi ?»« Si ce que tu dis est vrai, si je suis vraiment ce Lucas, je veux tout savoir, mais je dois le découvrir par moi-même. Ne dis rien aux détectives pour l'instant. Édouard, s'il te plaît, donne-moi le temps de traiter cela, de comprendre ce que cela signifie. » Claire acquiesça juste au moment où la porte de l'ascenseur s'ouvrit. Romain entra avec son attaché-case habituel, mais son expression était plus sérieuse que la dernière fois. « Docteur Lefebvre, salua-t-il, puis regarda Claire. « Madame Dupont, en fait, c'est bien que vous soyez ici. J'ai besoin de parler aux deux. » Édouard et Claire échangèrent un regard nerveux. « J'ai trouvé quelques incohérences intéressantes, » continua Romain, ouvrant son dossier. « Tout d'abord, à propos de vous, Madame Dupont, vos antécédents sont propres, comme prévu. Vous avez effectivement travaillé au foyer Saint-Vincent pendant 25 ans avec d'excellentes références. » Claire ressentit un soulagement momentané. « Mais, poursuivit Romain, j'ai également découvert quelque chose à votre sujet, docteur Lefebvre, qui pourrait vous intéresser. » Édouard se tendit. « À mon sujet ? » « Oui, j'ai effectué une vérification de routine sur vos documents personnels et j'ai trouvé quelques irrégularités. » « Quel genre d'irrégularité ? » « Votre acte de naissance original a été rectifié lorsque vous aviez 12 ans. Avant cela, il y avait un autre enregistrement, avec un autre nom. » Le silence dans le bureau était assourdissant. Claire sentit son cœur s'emballer. « Quel nom ?» demanda Édouard d'une voix rauque. Romain consulta ses notes. « Lucas Dupont-Silva, enregistré comme orphelin dans le système public jusqu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'il a été officiellement adopté par la famille Lefebvre et que sa documentation a été modifiée. » Édouard s'appuya sur la table comme s'il allait s'évanouir. « Lucas. Exact, » continua Romain, semblant ne pas réaliser l'impact de ses mots. « Ce qui est intéressant, c'est que, selon les dossiers, vous avez passé les années entre 8 et 12 ans dans une institution d'accueil. Par coïncidence, le même foyer où Madame Dupont a travaillé. » Édouard regarda Claire avec un mélange de choc, de gratitude et quelque chose qu'elle interpréta comme de la reconnaissance. C'était comme si, enfin, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. « Docteur Lefebvre, » dit Romain, « étiez-vous au courant de ces informations ?» Édouard mit du temps à répondre. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. « Non, mais maintenant, beaucoup de choses ont du sens. » Le silence qui suivit les révélations de Romain semblait aspirer tout l'oxygène du bureau. Édouard resta appuyé sur la table, traitant des informations qui reformulaient complètement sa perception de lui-même, tandis que Claire ressentait un mélange d'éléments de soulagement que la vérité émerge enfin et terreur quant à ce que cela pourrait signifier pour tous les impliqués.
Docteur Lefebvre, Romain continua, interprétant mal le silence comme une simple surprise. J'imagine qu'il est choquant de découvrir des détails sur votre adoption qui ont été, disons, omis par votre famille. Mais cela n'est pas nécessairement problématique d'un point de vue légal. Les anciennes adoptions avaient parfois des procédures différentes. Édouard leva les yeux, et Claire vit dans ses yeux une détermination qui n'avait pas été là quelques instants auparavant. « Romain, j'ai besoin de poser une question directe. Cette enquête que ma femme a demandée, quel était exactement l'objectif ?» Le détective consulta ses notes. Vérifier s'il y avait une connexion suspecte entre des employés proches et d'éventuelles tentatives de manipulation ou de chantage. Votre épouse était préoccupée par des changements dans votre comportement. Quel type de changement? Selon elle, vous avez été plus introspectif, questionneur, et elle a mentionné plusieurs fois avoir eu des rêves perturbants. Elle craignait que quelqu'un exerce une sorte d'influence psychologique sur vous. Édouard regarda Claire, et elle réalisa qu'il commençait à comprendre toute la situation. Hélène n'était pas simplement jalouse ou contrôlante, elle avait peur que la vérité sur le passé d'Édouard éclate au grand jour. « Et qu'avez-vous découvert d'autre » demanda Édouard. « Eh bien, Romain feuilleta quelques pages. Il y a des points intéressants concernant l'époque de votre adoption. La famille Lefebvre a fait un don substantiel au foyer Saint-Vincent peu avant le processus. Et il y a des enregistrements indiquant qu'il y avait une certaine urgence dans la procédure. » Urgence? Oui. Normalement, les adoptions prennent des mois à être finalisées. La vôtre a été conclue en quelques semaines, et il y a une note curieuse dans les dossiers auxquels j'ai pu accéder. Édouard se pencha en avant. Quelle note? Une employée du foyer avait fait une contestation formelle du processus. Elle affirmait que vous étiez un enfant particulièrement vulnérable et que vous aviez besoin de plus de temps pour vous adapter à l'idée de l'adoption. Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle avait lutté autant qu'elle le pouvait pour protéger Lucas, mais ses objections avaient été ignorées par le pouvoir économique des Lefebvre. « Qui était cet employé ?» demanda Édouard, bien que Claire sache qu'il connaissait déjà la réponse. Romain consulta le document. « Claire Dupont, la même dame qui travaille maintenant dans votre bureau. » Le détective sembla enfin percevoir la tension dans l'air. Il regarda Édouard puis Claire, remarquant l'expression émue de tous les deux. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» demanda-t-il. Édouard prit une profonde inspiration. « Romain, je vous remercie pour votre travail. Vous pouvez élaborer un rapport complet et me l'envoyer. Pas à ma femme, à moi directement. Docteur Lefebvre. Et j'ai besoin que vous gardiez un strict secret sur tout ce que vous avez découvert. Comprenez-vous? Bien sûr, mais... Pas de mais. C'est une question personnelle très délicate et j'ai besoin de traiter ces informations à mon propre rythme. » Après que Romain soit parti, promettant d'envoyer le rapport complet dans 48 heures, Édouard et Claire se retrouvèrent seuls, avec le poids d'une vérité qui avait été enterrée pendant 23 ans. « Alors, c'est vrai, » dit enfin Édouard. « Je suis vraiment Lucas. »« Tu as toujours été Lucas pour moi, » répondit Claire doucement, « même quand tu ne savais pas qui tu étais. » Édouard s'approcha d'elle, étudiant son visage comme s'il le voyait pour la première fois. « Comment ai-je pu oublier ? Comment est-il possible d'oublier quelqu'un qui a été si important ? Le traumatisme peut faire cela à un enfant. Et si tu as été poussé à oublier ? » « Hélène savait, » dit Édouard soudainement. « Elle a toujours su. C'est pourquoi elle était nerveuse quand je posais des questions sur mon enfance. C'est pourquoi elle a engagé le détective quand j'ai commencé à avoir des cauchemars. » Édouard. « Toute ma vie est basée sur des mensonges, » continua-t-il, sa voix prenant un ton amer. « Mon nom, ma famille, mon identité, tout est faux. » « Pas tout, » Claire s'approcha de lui. « Tu es devenu un homme bon, réussi, généreux. Ce n'est pas faux. Cela vient de qui tu es vraiment à l'intérieur. Comment peux-tu en être si certaine? Parce que je t'ai connu, quand tu n'étais qu'un enfant effrayé, et tu montrais déjà cette bonté,
Tu partageais ta nourriture avec les plus petits, protégeais les plus faibles des brutes, essayais toujours de remonter le moral de ceux qui étaient tristes. Édouard s'assit dans un des fauteuils comme si le poids des révélations était physique. « Claire, je dois tout savoir. Sur ma vie au foyer, sur comment j'étais, sur ce qui s'est passé avant que j'arrive là. Tout ce que je sais, je te le dirai, promit-elle. Mais Édouard, je dois aussi te prévenir d'une chose. » Quoi? Hélène va réaliser que quelque chose a changé. Et si elle savait vraiment la vérité sur ton adoption, elle pourrait essayer d'empêcher que tu découvres d'autres choses. Comment ça? Réfléchis bien. Si ton adoption était irrégulière, s'il y a des documents falsifiés, s'il y a eu de l'argent impliqué, cela pourrait avoir des conséquences légales, pour elle, pour la famille Lefebvre, pour le patrimoine que vous avez construit ensemble. Édouard passa ses mains dans ses cheveux, ce geste familier qui avait maintenant encore plus de sens pour Claire. C'était exactement ce que Lucas faisait quand il était inquiet. Penses-tu qu'ils m'ont adopté juste par intérêt financier? Je ne sais pas, Édouard. Je sais juste que tu es arrivé au foyer avec des signes que tu venais d'une famille aisée, mais aussi avec des traumatismes qui suggéraient des situations très difficiles. Quel type de traumatisme? Claire hésita. Tu avais très peur de l'autorité masculine. Tu paniquais quand quelqu'un criait. Et chaque fois que tu voyais des femmes aux cheveux blonds, tu devenais agité et commençais à pleurer. Hélène est blonde, murmura Édouard. Oui, et il y a autre chose que je dois te dire. Dis, tu n'es pas arrivé au foyer seul. Il y avait une femme avec toi, mais elle n'était pas ta mère. Édouard releva brusquement la tête. Comment sais-tu ça? Parce qu'une vraie mère ne remet pas son enfant de la manière dont cette femme l'a fait. Elle était nerveuse, pressée, et a menti en disant qu'elle t'avait trouvé dans la rue. Mais surtout quoi? Surtout parce que tu n'as pas pleuré quand elle est partie. Tu étais soulagé. Édouard resta silencieux pendant un long moment, traitant cette information. Si elle n'était pas ma mère, qui était-elle? Je ne sais pas, mais j'ai mes soupçons qu'elle travaillait pour ceux qui voulaient vraiment se débarrasser de toi. Se débarrasser de moi? Pourquoi? Édouard, te souviens-tu de quelque chose de ta vie avant l'âge de 8 ans? Un fragment, une sensation? Il ferma les yeux, se concentrant. Il y a des images vagues. Une très grande maison avec des escaliers en marbre. Le son de discussions constantes. Et il ouvrit les yeux, surpris, et l'odeur de parfum cher mélangée à la cigarette. Exactement comme je rêvais. Autre chose. Une femme qui pleure, toujours en train de pleurer, et une voix masculine qui crie « Au sujet d'argent, d'héritage », Claire ressentit un frisson. « Édouard, il est possible que tu n'aies pas été abandonné par manque de ressources. Il est possible que tu aies été retiré d'une situation dangereuse. » Comment ça? Soit quelqu'un voulait te protéger, soit quelqu'un voulait te mettre hors de son chemin. Édouard se leva, agité. Claire, je dois découvrir qui je suis vraiment. Je dois savoir d'où je viens, pourquoi je suis arrivé au foyer et pourquoi les Lefebvre m'ont adopté. Cela peut être dangereux s'il y a des intérêts puissants impliqués. Je m'en fiche. J'ai passé 23 ans à vivre un mensonge. Maintenant, je veux la vérité coûte que coûte. Le téléphone sonna, interrompant la conversation. Édouard répondit par un simple « Allô », mais son expression changea immédiatement. « Hélène » dit-il, regardant Claire. « Oui, je suis au bureau. »« Quoi, où est Romain ?»« Non, il a déjà fini ici. »« D'accord. Je te vois à la maison. » Il raccrocha et se tourna vers Claire. « Elle veut des détails sur l'enquête et elle demande spécifiquement à ton sujet. » « Édouard, il serait peut-être mieux que je ne revienne pas ici pendant quelques jours. »« Non, » dit-il fermement. « Je ne vais pas laisser qu'elle te sépare d'eux. Moi à nouveau. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne vais pas te perdre une autre fois. » Claire sentit son cœur se réchauffer à ces mots. « Alors que faisons-nous ? Nous allons découvrir la vérité, ensemble.
comme cela aurait dû être depuis le début. Édouard prit le dessin du plan du foyer qu'il avait fait inconsciemment. « Claire, tu as dit que tu avais gardé tes journaux de l'époque du foyer ?»« Oui, je les ai gardés. Et y a-t-il d'autres employés de cette époque que nous pouvons encore localiser ? Quelques-uns, oui, dispersés dans d'autres foyers et ONG. Alors, c'est par là que nous allons commencer. Je veux retourner au foyer, je veux parler aux gens qui m'ont connu, je veux rassembler tous les morceaux de mon histoire. » Claire acquiesça, mais une inquiétude la consumait. Si Édouard était vraiment le fils d'une famille puissante, s'il y avait des secrets enterrés depuis des décennies, il ne serait pas seulement en train de traiter des mensonges familiaux. Il serait en train de jouer avec des forces qui avaient déjà montré qu'elles étaient prêtes à tout pour garder la vérité cachée. Et Hélène, qui jusqu'à présent n'avait été qu'une épouse contrôlante, pourrait se révéler beaucoup plus dangereuse si elle sentait son monde de privilèges menacé. Le week-end arriva chargé d'une énergie différente. Édouard avait passé toute la journée de vendredi inquiet, annulant des réunions et demandant à Claire de rester au-delà de l'heure normale pour discuter des détails de sa vie au foyer. Elle raconta ses jeux préférés, ses difficultés à l'école, qui avaient toujours été peu nombreuses, étant donné son intelligence exceptionnelle, et surtout ses cauchemars fréquents et la manière affectueuse dont elle s'occupait des plus jeunes enfants. Le samedi matin, Édouard appela Claire chez elle. Hélène était partie, au salon de beauté, et déjeunerait ensuite avec des amis, leur offrant une fenêtre d'opportunité parfaite. « Claire, peux-tu me retrouver à Saint-Denis ? Je veux visiter l'endroit où se trouvait le foyer. »« Édouard, es-tu sûr ? Cela peut être émotionnellement difficile. Je dois le faire, je dois voir de mes propres yeux. » 2 heures plus tard, ils se retrouvèrent sur la place du Pacificateur, au centre de Saint-Denis. Édouard arriva au volant d'une BMW noire, complètement déplacé dans cet environnement populaire. Il portait un jean et un polo, essayant de paraître moins formel, mais attirait néanmoins l'attention. Claire l'attendait assise, sur un banc de la place portant sa plus belle robe, un modèle bleu marine simple mais élégant qu'elle gardait pour des occasions spéciales. En le voyant s'approcher, elle sentit son cœur se serrer. Voici le garçon qu'elle avait élevé, maintenant un homme accompli sur le point de revisiter l'enfance qui avait été effacée de sa mémoire. « Merci d'être venu, » dit-il clairement nerveux. « Tu n'as pas à me remercier. C'est pour cela que les mères sont là, » répondit-elle, et elle regretta immédiatement ces mots. Édouard la regarda avec une expression intense. « C'est ainsi que tu me vois ? Comme un fils ? Ça a toujours été le cas, Édouard. Même quand je ne savais pas qui tu étais, quelque chose en moi te reconnaissait. » Ils marchèrent dans les rues de Saint-Denis, Édouard observant tout avec une attention accrue. À chaque coin de rue, il semblait chercher des souvenirs dans des lieux familiers. Lorsqu'ils passèrent devant une boulangerie ancienne, il s'arrêta brusquement. « Cette odeur, » murmura-t-il, « pain sucré et café fort. » « Tu demandais toujours que j'achète du pain sucré de cette boulangerie quand nous sortions, » confirma Claire. « C'était ta seule extravagance. »« Je me souviens, » dit Édouard, sa voix tremblante. « Pas clairement, mais la sensation est là, comme si mon corps se souvenait même si mon esprit ne pouvait pas. » Ils arrivèrent enfin à l'endroit où se trouvait le foyer Saint-Vincent. Le bâtiment était toujours là, mais il abritait maintenant une école municipale. La façade avait été peinte en bleu et blanc, mais la structure de base restait la même. Édouard s'arrêta devant les portes, ses mains tremblant légèrement. « C'est ici, » dit-il, plus pour lui-même que pour Claire. « C'est ici, » confirma-t-elle. « Puis-je entrer ? » « C'est samedi, mais je connais la directrice de l'école. Elle était enseignante ici à l'époque du foyer. Je vais essayer de lui parler. » Une demi-heure plus tard, Sophie Martin, une femme noire de 58 ans, avec des cheveux gris et un sourire accueillant, les accueillit dans la cour de l'école. Elle avait travaillé comme enseignante bénévole au foyer et dirigeait maintenant l'école qui fonctionnait au même endroit. « Claire !» s'exclama-t-elle en embrassant son amie.
Quelle joie de te voir. Et celui-ci est... Sophie, voici Édouard. Mais tu le connaissais sous un autre nom. Solange regarda attentivement Édouard, et progressivement son expression changea de confusion à reconnaissance. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Lucas ?» Édouard hocha la tête, clairement ému d'être reconnu. « Mon garçon, comme tu as grandi, et quel bel homme tu es devenu !» Sophie l'embrassa chaleureusement. « Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé lorsque tu as été adoptée. »« Madame Sophie, » dit Édouard, « j'ai besoin de votre aide. Je ne me souviens presque de rien de mon enfance ici, et j'ai besoin de retrouver ces souvenirs. »« Bien sûr, mon fils. Entrons. Le bâtiment est le même. Nous avons juste changé quelques petites choses. » Ils parcoururent les couloirs, et Édouard commençait à reconnaître des espaces avec un mélange de surprise et de mélancolie. Lorsqu'ils arrivèrent à ce qui était autrefois la cantine, il s'arrêta et ferma les yeux. « Odeur de haricots avec du riz, » murmura-t-il, « et de soupe de légumes les mardis. »« Exactement, » confirma Claire. « Tu te plaignais toujours de la soupe, mais tu la mangeais toute, parce que je disais que tu devais grandir fort. » Sophie les conduisit à ce qui était autrefois les dortoirs. Lucas dormait dans le lit près de la fenêtre, raconta-t-elle. Il disait toujours qu'il aimait voir les étoiles avant de dormir. Édouard s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La vue donnait sur une petite cour avec un manguier au centre. « Je grimpais dans cet arbre, » dit-il soudain. « C'était mon refuge quand j'étais triste. »« C'est vrai, » confirma Sophie. « Tu passais des heures là-haut, à lire ou simplement à réfléchir. »« Et il y avait une corde accrochée à la branche la plus basse, » continua Édouard, les souvenirs commençant à affluer. Les plus petits faisaient la queue pour se balancer. Claire sentit des larmes de joie. « Tu te souviens ? Les souvenirs reviennent. » Ils passèrent 2 heures à explorer chaque recoin de l'ancien foyer. Sophie montra des photos anciennes qu'elle avait conservées, y compris quelques-unes de fêtes de la Saint-Jean et de célébrations de Noël. Sur l'une d'elles, Lucas apparaissait aux côtés de Claire, tous deux souriants alors qu'ils tenaient un trophée d'un championnat de football entre foyers. « Je me souviens de cette photo, » dit Édouard en touchant l'image. « C'était le jour le plus heureux de ma vie jusqu'alors. Tu étais si fier de moi. »« Et je le suis encore aujourd'hui, » répondit Claire. Mais c'est lorsqu'ils arrivèrent au petit jardin à l'arrière que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Édouard vit l'ancienne cuve à eau, toujours là, et immédiatement sa main se dirigea vers son poignet gauche. « C'est de là que je suis tombé, » dit-il, les souvenirs revenant en cascade. « J'essayais d'attraper un cerf-volant qui s'était accroché à l'antenne. »« Et je soignais ta blessure tous les jours, » ajouta Claire. « Tu pleurais, non pas de douleur, mais parce que tu avais peur que je sois fâché contre toi. »« Je ne me fâchais jamais. » Édouard sourit, les premières larmes coulant sur son visage. « Tu me disais toujours que les accidents arrivent, que l'important était d'apprendre à être plus prudent. » Sophie observait la scène, émue. Lucas était spécial, dit-elle, différent des autres enfants, plus poli, plus raffiné. Nous avons toujours pensé qu'il venait d'une famille de classe moyenne qui avait traversé des difficultés. « Sophie, » dit Claire, « te souviens-tu de comment il est arrivé ici ?»« Oui, je me souviens. Une femme élégante l'a amené par une nuit de pluie. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé dans la rue, mais l'histoire ne tenait pas. L'enfant était trop propre, bien nourri, avec des vêtements chers. Et te souviens-tu d'un autre détail sur cette femme ? Je me souviens qu'elle était très nerveuse. Elle regardait derrière elle comme si quelqu'un la suivait, et elle avait un accent différent, ce n'était pas parisien. » Édouard s'approcha. « Quel genre d'accent ? Peut-être un accent de São Paulo ou de Minas, et elle a mentionné un nom pendant la conversation avec la directrice. Quel nom ? Quelque chose à propos d'une Madame Béatrice. Elle a dit que Madame Béatrice lui avait demandé d'amener l'enfant ici. » Édouard et Claire échangèrent des regards significatifs. C'était le premier indice concret sur qui aurait pu orchestrer son arrivée au foyer. « Sophie, » demanda Édouard,
Aurais-tu des archives de cette époque? Quelque chose qui pourrait nous aider à mieux comprendre cette histoire? J'ai quelques documents anciens chez moi. Ce sont des papiers que la directrice m'a demandé de garder lorsque le foyer a fermé. Si vous voulez, nous pouvons jeter un œil. S'il vous plaît, dit Édouard, toute information peut être importante. Alors qu'il se dirigeait vers la maison de Sophie, Édouard semblait être une personne différente. Les souvenirs qui étaient revenus apportaient une paix que Claire n'avait pas vue dans ses yeux depuis des semaines. Mais ils apportaient aussi de nouvelles questions urgentes. Qui était Madame Béatrice? Pourquoi avait-elle envoyé un enfant de 8 ans dans un foyer public? Et surtout, que s'était-il passé dans la vie de Lucas avant ces 8 ans qui étaient si terribles qu'il avait dû être complètement effacé? Claire, dit Édouard en marchant, merci de ne pas avoir abandonné. Les mères n'abandonnent jamais leurs enfants, Édouard, jamais. Même quand ils oublient qui vous êtes. Surtout dans ces moments-là. Édouard s'arrêta et l'enlaça au milieu de la rue, une étreinte serrée et prolongée qui portait 23 ans de nostalgie refoulée. « Je me souviens de toi maintenant, » murmura-t-il à son oreille. « Je me souviens de ton odeur, de ta voix me chantant pour dormir, de la façon dont tu attachais mes lacets. Comment ai-je pu oublier tout cela? L'important est que tu te souviennes maintenant, » répondit Claire, sentant qu'elle avait enfin récupéré son fils. Mais alors qu'ils marchèrent vers la maison de Sophie à la recherche de plus d'indices sur le passé d'Édouard, aucun des deux n'imaginait qu'Hélène avait découvert où ils étaient, et qu'à cet instant précis, elle planifiait une action désespérée pour empêcher que la vérité complète ne fasse surface. La maison de Sophie était une construction simple de 2 étages, dans un quartier résidentiel de Saint-Denis, avec des murs peints en jaune clair et un petit jardin à l'avant, où poussèrent des roses et des hibiscus. L'intérieur était accueillant, décoré de meubles anciens bien conservés et de photographies de famille racontant des décennies d'histoire. « Asseyez-vous dans le salon pendant que je cherche les documents, » dit Sophie, se dirigeant vers une pièce qui servait de bureau. « Je vais préparer un café aussi. » Édouard observait chaque détail de la maison avec attention, comme s'il essayait d'absorber. L'environnement émanait une normalité et un affect chaleureux. Pour quelqu'un qui avait grandi dans un manoir luxueux mais froid, la simplicité accueillante de la maison de Sophie était révélatrice. « Claire, » dit-il, en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé à tissu fleuri. « Comment étais-je quand j'étais enfant? J'étais heureux. » « Tu étais un enfant pensif, » répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Trop intelligent pour ton âge, parfois. Affectueux avec tout le monde, mais toujours avec une tristesse au fond des yeux, comme si tu portais un poids que tu ne comprenais pas. Et je parlais de ma vie précédente? Très peu. Quand nous demandions, tu changeais de sujet ou devenais agité. Mais parfois, quand tu avais de la fièvre ou que tu étais très fatigué, tu murmurais des choses dans ton sommeil. Quel genre de choses? Des noms. Tu appelais quelqu'un nommé Papa Roberto et une tante Bia, et tu répétais toujours « Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît, ne me laissez pas seul ». Édouard ferma les yeux, essayant de relier ces informations aux images vagues qui revenaient à son esprit. Roberto, ce nom me semble familier. Et Bia, serait-ce Madame Béatrice que Sophie a mentionnée? C'est possible. Édouard, il y a une chose que je ne t'ai jamais racontée, mais peut-être est-ce important maintenant. Quoi? Une fois, tu as eu une crise d'angoisse très forte. C'était quand une famille est venue visiter le foyer, intéressée par l'adoption. L'homme portait un costume cher et parlait fort, de manière autoritaire. Tu t'es caché derrière moi, tremblant, et tu as chuchoté « Il va m'emporter comme les autres l'ont fait. » Les autres? C'était exactement ma question, mais tu n'as pas pu m'expliquer. Tu as juste répété que tu avais peur des hommes en costume qui parlaient fort. Édouard était sur le point de répondre quand ils entendirent le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison. Sophie apparut à la fenêtre du salon, fronçant les sourcils. « C'est étrange, » murmura-t-elle. Une voiture, noire avec des vitres teintées,
Je ne connais personne qui ait une voiture comme ça. Claire ressentit un frisson parcourir son échine. Édouard, as-tu dit à quelqu'un que tu viendrais ici aujourd'hui? Seulement à toi, répondit-il, mais son expression avait changé pour devenir alerte. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons été suivis. La sonnerie de la porte retentit dans la maison, insistante et prolongée. Sophie alla ouvrir et ils entendirent des voix étouffées. Quelques instants plus tard, elle revint dans le salon accompagnée de 2 personnes qui firent battre le cœur d'Édouard à tout rompre. Hélène entra en premier, élégante comme toujours, mais avec une expression de colère contenue que Claire n'avait jamais vue auparavant. Juste derrière elle se tenait un homme grand et imposant, d'environ 70 ans, aux cheveux complètement blancs, portant un costume sur mesure qui coûtait plus cher qu'une voiture populaire. Ses yeux bleus avaient une froideur calculatrice qui fit qu'Édouard se leva instinctivement du canapé. « Édouard, dit Hélène d'une voix dangereusement calme, nous devons parler, maintenant. »« Comment vous nous avez trouvés ?» demanda Édouard. « Tu pensais vraiment que tu pouvais enquêter sur ton passé sans que je le sache ?» rit Hélène, mais il n'y avait pas d'humour dans sa voix. « J'ai installé un traceur sur ta voiture il y a des mois, mon cher, depuis que tu as commencé à agir de manière étrange. » L'homme plus âgé s'approcha, et Claire remarqua qu'Édouard recula involontairement, comme si un instinct primitif l'alertait du danger. « Édouard, dit l'homme d'une voix grave et autoritaire, je suis monsieur Armando Lefebvre, le père d'Hélène et ton beau-père. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation franche sur certaines enquêtes inappropriées que tu es en train de mener. »« Père, dit Hélène, ce sont les personnes qui remplissent la tête d'Édouard avec des fantasmes sur son passé. La femme, elle pointe à Claire avec mépris, est la femme de ménage que je soupçonnais de le manipuler. » Armando étudia Claire avec des yeux perçants. « Alors tu es la fameuse Claire Dupont, la femme qui plante des idées absurdes dans la tête de mon gendre. »« Idées absurdes, Édouard s'avança. Découvrir la vérité sur ma propre identité est absurde. Ton identité est Édouard Mendès Lefebvre, dit Armando catégoriquement. Fils adoptif légalement reconnu de notre famille, tout le reste est le fantasme d'un esprit perturbé. Esprit perturbé? Édouard sentit la colère et commençait à bouillir. Ou des souvenirs inconvenants pour vous. Hélène s'approcha de lui. « Édouard, mon cher, tu ne comprends pas ce que ces gens essaient de faire. Ils veulent profiter de ton succès, créer une histoire de connexion émotionnelle pour obtenir de l'argent. »« Hélène !» Édouard explosa. « Tu crois vraiment que Claire veut mon argent? Elle travaille dans mon bureau depuis 3 ans. Si elle voulait m'extorquer, elle l'aurait déjà fait bien avant. »« Édouard !» intervint Armando d'une voix qui n'admettait pas de contestation. « Tu vas arrêter ces enquêtes ridicules tout de suite. Tu vas renvoyer cette employée et chercher de l'aide psychiatrique pour résoudre ses délires sur ton enfance. »« Délire ?» Édouard rit amèrement. « J'ai des documents, Armando. Je sais que mon nom original était Lucas Dupont. Je sais que j'ai été adopté à 12 ans à travers un processus questionnablement rapide. » L'expression d'Armando se durcit. « Les documents peuvent être interprétés de plusieurs manières. » « Et les souvenirs ?» continua Édouard. « Des souvenirs qui reviennent, des mémoires d'une vie que vous avez essayé d'effacer de mon esprit. »« Ça suffit !» Armando frappa le poing sur la table basse, faisant sursauter Sophie. « Tu vas arrêter ça maintenant. »« Édouard, pour le meilleur ou pour le pire ?»« Pour le pire ?» Édouard fit un pas en avant. « C'est une menace ? » « C'est un conseil de quelqu'un qui a le pouvoir de rendre ta vie très compliquée si tu insistes dans cette folie. » Claire, qui était restée silencieuse, se leva enfin. « Édouard n'est pas votre propriété. Il a le droit de savoir qui il est vraiment. » Hélène se tourna vers elle avec des yeux enflammés. « Et tu as le droit de rester silencieuse. Ce n'est pas ton affaire. »« C'est bien de mon affaire. » répondit Claire avec fermeté, « parce que je me suis occupé de lui quand il était enfant, parce que je l'ai aimé quand il avait besoin d'amour, et parce que je vais le protéger maintenant, même si cela signifie affronter des gens comme vous. »
Des gens comme nous? Hélène répéta avec mépris. Tu n'as même pas idée avec qui tu as affaire. Alors dis, Édouard exigea, puisque vous savez tant de choses sur mon passé, racontez-moi la vérité. Qui sont mes vrais parents? Pourquoi ai-je été placé au foyer? Et surtout, pourquoi avez-vous si peur que je découvre? Monsieur Armando et Hélène échangèrent des regards, et Claire réalisa qu'il y avait beaucoup plus derrière cette histoire qu'elle ne l'avait imaginé. « Très bien, dit finalement Monsieur Armando. Tu veux la vérité? La vérité est que tu es le fils de Robert Lefebvre, mon associé dans les affaires il y a 40 ans. Un homme qui a construit un empire commercial et qui avait beaucoup d'ennemis. » Édouard devint pâle. « Robert, je me souviens de ce nom. Robert est mort quand tu avais 8 ans, continua Monsieur Armando. Assassiné à cause de ses affaires louches. Béatrice, sa sœur, savait que tu étais en danger. C'est pourquoi elle t'a caché au foyer. Et pourquoi m'avez-vous adopté? Parce que Robert était mon ami, et parce que tu avais droit à un héritage que je gère encore aujourd'hui. » Le silence qui suivit était assourdissant. Édouard traitait l'information qu'il était le fils d'un homme assassiné, tandis que Claire commençait à comprendre pourquoi son adoption avait été si urgente et irrégulière. « Quel héritage ?» demanda Édouard. « 50% de l'entreprise que nous avons construite ensemble, ce qui vaut aujourd'hui environ 200 millions d'euros. » Édouard se rasseyait, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Vous m'avez adopté pour l'héritage? Nous t'avons adopté pour te protéger, dit Hélène, mais sa voix semblait peu convaincante. Et pour garantir que l'argent reste dans la famille. Notre famille, ajouta Monsieur Armando. Pas d'étrangers qui pourraient arriver avec des histoires sentimentales sur le fait de s'être occupé de toi. Édouard regarda Claire, puis Hélène, puis Monsieur Armando. Vous m'avez menti pendant 23 ans. Vous m'avez fait oublier mon identité, ma vraie histoire, les personnes qui m'ont vraiment aimé. Nous avons fait ce qui était nécessaire, dit froidement Monsieur Armando. Et maintenant? Édouard se leva, une nouvelle détermination dans les yeux. Que se passe-t-il maintenant que je sais la vérité? Maintenant, répondit Monsieur Armando, tu oublies cette conversation, tu renvoies cet employé, et tu retournes à ta vie normale, comme si rien de tout cela n'était arrivé. Et si je ne le fais pas? Monsieur Armando sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. Édouard, penses-tu vraiment qu'un héritage de 200 millions peut être facilement réclamé? Il existe des moyens légaux de contester la capacité mentale, de remettre en question l'identité, de rendre les procédures judiciaires très, très compliquées. Édouard comprit la menace implicite. Vous feriez cela avec moi? Déclareriez-vous que je suis fou pour garder le contrôle de l'argent? Nous ferons ce qui est nécessaire pour protéger notre famille, dit Hélène, comme nous l'avons toujours fait. C'est à ce moment-là que Claire réalisa qu'il ne traitait pas seulement des mensonges familiaux. Il faisait face à des personnes prêtes à tout pour garder des secrets valant des centaines de millions d'euros. Et Édouard était au centre d'une conspiration qui avait commencé il y a 25 ans avec l'assassinat de son vrai père. La tension dans la petite salle de Sophie était palpable. Édouard restait debout, traitant les révélations sur son père biologique, tandis que Monsieur Armando et Hélène attendaient sa réaction, avec la patience prédatrice de ceux qui savaient avoir toutes les cartes en main. Claire observait tout avec une inquiétude croissante, réalisant que la situation était devenue beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. « J'ai besoin de temps pour traiter cela, » dit enfin Édouard, sa voix chargée d'émotions conflictuelles. « Découvrir que mon père a été assassiné, que toute ma vie a été construite sur des mensonges. » « Ce n'étaient pas des mensonges, » interrompit Hélène, s'approchant de lui avec ce qui semblait être une véritable inquiétude. C'était des protections. Édouard, tu avais 8 ans quand Robert est mort. Tu étais traumatisé, effrayé.
Tu ne pouvais même pas parler de ce qui s'était passé. Alors vous avez décidé d'effacer tout de ma mémoire? Nous avons décidé de te donner une nouvelle vie, dit M. Armando. Une vie sûre, prospère, loin des dangers qui entouraient la famille Lefebvre. Quel danger? Exigea Édouard. M. Armando hésita, échangeant des regards avec Hélène. Robert était impliqué avec des personnes dangereuses, blanchiment d'argent, corruption, chantage. Quand il a été assassiné, nous avons découvert qu'il y avait beaucoup de gens intéressés à faire taire tout héritier qui pourrait avoir connaissance de ces affaires. Et vous pensez qu'un enfant de 8 ans savait des affaires illégales? Les enfants voient et entendent des choses, répondit M. Armando. Et Robert était imprudent. Il t'emmenait à des réunions, laissait des documents éparpillés. Tu aurais pu avoir des informations compromettantes sur des personnes très puissantes. Édouard se tourna vers Claire. C'est pour ça que je suis arrivé au foyer traumatisé. Et c'est pour ça, ajouta Hélène, qu'il valait mieux laisser ses souvenirs enterrés, pour ta propre sécurité. Ma sécurité, Édouard rit amèrement, ou la vôtre, parce que si je me souvenais de tout, je pourrais remettre en question la légitimité de mon adoption et revendiquer mon héritage. L'héritage a toujours été le tien, dit M. Armando, mais il y avait quelque chose de défensif dans sa voix. Je l'ai géré de manière responsable toutes ces années. Tu l'as géré ou utilisé? Le silence qui suivit était révélateur. Claire réalisa qu'elle avait atteint le cœur de toute la question. « Édouard, dit-elle doucement, peut-être serait-il mieux que tu cherches un avocat indépendant pour clarifier la question de l'héritage. »« Ce ne sera pas nécessaire, dit rapidement M. Armando. Tous les documents sont en ordre. Édouard a toujours eu accès aux rapports financiers. »« Rapport que vous avez préparé, observa Édouard. Comment puis-je être sûr qu'il montre la réalité ? Parce que nous sommes une famille, explosa Hélène. Édouard, arrête de te comporter comme si nous étions des criminels. Nous nous sommes occupés de toi. Nous t'avons éduqué. Nous t'avons aimé. Aimé? Édouard la regarda droit dans les yeux. Hélène, quand a été la dernière fois que nous avons parlé de quelque chose qui n'était pas des affaires ou des apparences sociales? Quand a été la dernière fois que tu as montré un quelconque intérêt pour mon bien-être émotionnel? Hélène devint visiblement mal à l'aise. Nous ne sommes pas des personnes démonstratives, Édouard. Cela ne signifie pas que nous ne nous soucions pas. Et vous vous soucieriez si je décidais de renoncer à l'héritage et de commencer une nouvelle vie. Ne sois pas ridicule, dit immédiatement M. Armando. Tu ne peux pas simplement renoncer à 200 millions d'euros. Pourquoi pas? C'est mon argent, non? Parce que, hésita M. Armando, cherchant les mots justes, parce qu'il y a des responsabilités. Eduardo assentit lentement. Je comprends. Vous avez utilisé mon héritage pour développer les affaires. Et maintenant, vous ne pouvez pas le rendre sans compromettre l'empire financier que vous avez construit. Ce n'est pas tout à fait ça. Hélène tenta d'apaiser. Alors c'est exactement comme ça? Eduardo pressa. C'est Sophie qui brisa le blocage, revenant dans la salle avec une boîte de vieux papiers et une expression préoccupée sur le visage. « Désolée pour le retard, dit-elle, remarquant immédiatement la tension dans l'air. « Quelque chose s'est passé ?»« Madame Sophie, dit Eduardo, ce sont mon beau-père et ma femme. Ils sont venus chercher quelques éclaircissements sur mon passé. » Sophie posa la boîte sur la table basse et regarda avec méfiance M. Armando et Hélène. En tant qu'éducatrice expérimentée, elle avait développé un instinct aiguisé pour identifier les adultes qui n'avaient pas les meilleurs intérêts des enfants à l'esprit. « J'ai trouvé quelques documents intéressants, dit-elle, s'adressant à Eduardo, y compris une lettre que votre tante Béatrice vous a laissée avec des instructions pour être remises lorsque vous auriez 25 ans. » Monsieur Armando se leva brusquement. « Quelle lettre ?»« Une lettre personnelle, » répondit Sophie, instinctivement protectrice. « Conservée par les employés du foyer selon les instructions de Béatrice elle-même. »« Où est cette lettre ?» demanda Eduardo. Sophie prit une enveloppe jaunie dans la boîte. « Ici, »
Elle disait qu'elle contenait des informations importantes sur votre famille et votre héritage. Hélène tenta de prendre l'enveloppe. « Laissez-moi voir ça. »« Non, » dit Eduardo fermement, prenant la lettre des mains de Sophie. « Si c'est pour moi, c'est moi qui vais l'ouvrir. »« Eduardo, » dit M. Armando sur un ton d'avertissement, « il serait peut-être mieux de lire cela chez nous, calmement. »« Pourquoi ? Avez-vous peur de ce que cette lettre pourrait dire ?» Eduardo déchira l'enveloppe et en sortit plusieurs feuilles de papier écrites à la main d'une écriture féminine. Il commença à lire en silence, et Claire vit son expression changer progressivement de curiosité à choc, puis à une colère qu'elle n'avait jamais vue dans ses yeux. « Eduardo » dit Hélène nerveusement. « Que dit la lettre ?» Eduardo leva les yeux, et il y avait quelque chose de différent en lui. Une détermination froide, calculatrice, qui rappelait vaguement le garçon intelligent et observateur que Claire avait connu au foyer. Elle dit que mon père Robert a découvert que M. Armando détournait de l'argent de l'entreprise, dit-il lentement. Elle dit que Robert a menacé de le dénoncer aux autorités, et elle dit que Robert avait peur pour sa vie dans les jours précédant sa mort. M. Armando devint pâle. Ce sont les fantasmes d'une femme perturbée par la mort de son frère. Elle dit aussi, continua Eduardo, ignorant l'interruption, que Béatrice a des copies de documents prouvant les détournements, et qu'elle a caché ces documents dans un endroit sûr jusqu'à ce que j'aie l'âge de revendiquer mon héritage. « Où sont ces documents ?» demanda Hélène, ne pouvant cacher le désespoir dans sa voix. La lettre dit que Béatrice contacterait des avocats indépendants lorsque j'aurai 25 ans pour m'aider à récupérer ce qui est à moi. « Eduardo, » dit M. Armando, essayant de garder son calme, « tu as eu 25 ans il y a 10 ans. Pourquoi cette Béatrice n'est-elle jamais apparue ?» Eduardo continua à lire. « Parce qu'elle est morte, » dit-il enfin, « dans un accident de voiture. 3 ans après avoir écrit cette lettre. Mais les documents sont restés avec ses avocats, à Paris. » Le silence qui suivit était assourdissant. Claire comprit qu'ils étaient face à une révélation qui changerait tout. Non, seulement Eduardo avait été privé de son héritage légitime, mais ses parents adoptifs étaient peut-être impliqués dans l'assassinat de son père biologique. « Eduardo, » dit Hélène d'une voix tremblante, « tu ne peux pas croire à ces accusations. Nous sommes ta famille. »« Famille » répéta Eduardo, la regardant avec une expression que Claire n'avait jamais vue auparavant. « La famille ne ment pas pendant 23 ans. La famille ne vole pas. Et la famille ne tue certainement pas. »« Nous n'avons tué personne !» protesta M. Armando. « Non. Alors, expliquez pourquoi mon père Robert est mort exactement 1 semaine avant un audit programmé de l'entreprise. Expliquez pourquoi vous avez été si pressé de m'adopter. Et expliquez pourquoi vous n'avez jamais mentionné l'existence de tante Béatrice. » Eduardo plia la lettre et la mit dans sa poche. « En fait, ne vous expliquez pas. Je vais découvrir la vérité par d'autres moyens. »« Eduardo !» dit M. Armando, et sa voix avait perdu tout semblant d'affection paternelle. « Tu commets une grave erreur. Il y a des forces en jeu que tu ne comprends pas. » « Est-ce une menace ? » ?»« C'est un avertissement. Il y a des personnes très puissantes qui n'aimeront pas te voir toucher à ces questions. » Eduardo se tourna vers Claire. « Partons, j'ai des appels à passer. »« Eduardo !» cria Hélène. « Si tu sors par cette porte maintenant, si tu décides de poursuivre ces fantasmes, notre vie ensemble est terminée. » Eduardo s'arrêta et se retourna pour la regarder une dernière fois. « Hélène, notre vie ensemble a toujours été un mensonge. Il est temps que nous l'admettions tous les deux. » Alors qu'Eduardo et Claire se dirigèrent vers la porte, M. Armando fit une dernière tentative. « Eduardo, pense à ce que tu es en train de jeter. Ta position sociale, ton entreprise, ton mariage, tout ça à cause d'accusations infondées de personnes mortes. » Eduardo s'arrêta à la porte et se retourna. « Monsieur Armando, je préfère être un homme pauvre avec dignité qu'un homme riche construit sur des mensonges et du sang. » Et avec ces mots, lui et Claire quittèrent la maison de Sophie.
laissant derrière eux non seulement Hélène et M. Armando, mais toute la vie qu'Eduardo avait connue jusqu'alors. Claire savait que le chemin à venir serait dangereux. Si M. Armando était vraiment impliqué dans la mort de Robert, il n'hésiterait pas à protéger ses intérêts. Mais alors qu'il marchait vers la voiture d'Eduardo, elle ressentit de la fierté pour l'homme courageux et intègre que le garçon Lucas était devenu. « Claire, dit Eduardo en arrivant à la voiture, je pense que nous allons avoir besoin d'aide. Ce genre d'enquête peut être dangereux. Eduardo, es-tu sûr de vouloir suivre ce chemin? Il se peut que nous découvrions des choses encore pires. » Eduardo la regarda avec les mêmes yeux déterminés qu'elle se souvenait du garçon qui protégeait les plus jeunes au foyer. « Claire, j'ai passé 23 ans à vivre un mensonge. Maintenant, je veux vivre dans la vérité coûte que coûte. » Les jours qui ont suivi la révélation de la lettre ont été des montagnes russes émotionnelles pour Édouard. Il s'était temporairement installé dans un hôtel à la Défense, refusant de rentrer chez lui tant qu'il n'avait pas complètement éclairci sa situation. Hélène appelait sans cesse, alternant entre supplications désespérées et menaces voilées, mais il ne répondait plus à ses appels. Claire avait demandé un congé sans solde de son travail pour aider Édouard dans cette quête. Ils passaient leur journée dans son bureau, désormais transformé en centre d'opération pour déterrer des décennies de mensonges. La table en chêne massif était couverte de copies de documents, de notes et de numéros de téléphone d'avocats spécialisés en succession et en crimes financiers. Ce mercredi-là, ils ont enfin réussi à contacter le cabinet d'avocats à Paris qui avait représenté Béatrice. Dr Marc Dupuis, un avocat expérimenté de 60 ans, a confirmé qu'il conservait encore des documents liés à l'affaire Robert Lefebvre, conformément aux instructions laissées par Béatrice avant sa mort. « Docteur Édouard, a-t-il dit lors d'une visioconférence, votre tante était une femme très courageuse. Elle savait qu'elle prenait des risques en gardant ses preuves, mais elle voulait s'assurer que vous sachiez un jour la vérité. » « Quel genre de preuves ?» demanda Édouard. « Des tableaux financiers, des enregistrements de conversations, des copies de contrats, tout indiquant que M. Armando Lefebvre détournait systématiquement des fonds de l'entreprise Lefebvre en Dupuis vers des comptes personnels à l'étranger. Et mon père Robert le savait-il? Il a découvert cela 3 mois avant de mourir. Les enregistrements montrent qu'il a confronté Armando et lui a donné un ultimatum. Soit il restituait l'argent volé et se livrait aux autorités, soit Robert ferait une dénonciation publique. Édouard ferma les yeux. Et 1 semaine plus tard, mon père était mort. Officiellement, c'était un vol qui a mal tourné. Mais Béatrice n'a jamais cru à cette version. Elle a engagé des enquêteurs privés qui ont trouvé des preuves que les prétendus voleurs avaient des connexions avec des personnes proches d'Armando. Claire, qui suivait la conversation aux côtés d'Édouard, ressentit un frisson. « Docteur Marc, Béatrice a-t-elle tenté d'apporter ses preuves à la police? » Elle a essayé, mais Armando avait déjà utilisé son influence pour contaminer l'enquête. De plus, Béatrice s'occupait d'Édouard, un enfant traumatisé, et craignait pour la sécurité de tous les deux. « C'est pourquoi elle m'a caché dans le foyer, » murmura Édouard. « Exact. C'était une décision difficile, mais nécessaire. Elle prévoyait de vous retrouver lorsque les choses se seraient calmées et qu'elle aurait des preuves solides pour confronter Armando. »« Mais elle est morte avant cela, » compléta Édouard. « Oui. Et voici quelque chose d'intéressant. Son accident de voiture est survenu exactement 1 semaine avant une réunion prévue avec des procureurs fédéraux pour remettre les preuves. » Édouard et Claire échangèrent un regard. « Pensez-vous que sa mort était aussi... » « Je ne peux pas l'affirmer légalement, mais les coïncidences sont troublantes. » Dr Marc expliqua qu'il préparait un dossier complet avec toutes les preuves à remettre à Édouard. Mais il recommanda une extrême, c'est prudence. « Docteur Édouard, vous traitez avec des personnes qui ont déjà tué au moins 1 fois, peut-être 2. S'ils décident que vous représentez une menace... » « Je comprends les risques, » dit Édouard.
Mais je ne peux plus vivre en sachant que mon père a été assassiné et que ses assassins sont libres, vivant de l'argent qu'ils lui ont volé. » Après la visioconférence, Édouard et Claire restèrent silencieux pendant un long moment, absorbant l'ampleur des révélations. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer un héritage ou de découvrir la vérité sur le passé. Ils faisaient face à un meurtre et à une conspiration qui durait depuis plus de 2 décennies. « Édouard, » dit enfin Claire, « peut-être devrions-nous tout cela directement à la police nationale. Quelle preuve? Des enregistrements de 25 ans en arrière? Des soupçons d'une femme morte? Armando a suffisamment de ressources et d'influence pour discréditer tout ce que nous présenterons. » Alors que faisons-nous? Édouard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait en contrebas. « Nous allons utiliser sa propre arrogance contre lui. » « Comment? » « Armando pense me contrôler complètement. Il croit que je peux être intimidé ou manipulé comme je l'ai toujours. Été, il n'imagine pas que j'ai accès aux preuves de Béatrice. Édouard, cela peut être très dangereux. Je sais, mais j'ai un plan. » Édouard se tourna vers elle avec une expression déterminée qui rappelait beaucoup le garçon courageux qui défendait les enfants plus jeunes dans le foyer. « Claire, me feriez-vous confiance si je vous demandais de faire quelque chose qui pourrait sembler fou? »« J'ai toujours eu confiance en vous, » répondit-elle sans hésiter. « Alors je vais organiser un dîner avec Hélène et Armando. Je vais faire semblant d'accepter leurs explications et de vouloir rentrer chez moi. » « Édouard, c'est de la folie. S'ils soupçonnent, ils ne vont pas soupçonner parce que c'est exactement ce qu'ils attendent de moi. L'Édouard qu'ils connaissent a toujours cédé aux pressions de la famille. Il a toujours choisi le chemin le plus facile. Mais vous n'êtes plus cet Édouard. Ils ne le savent pas, et tant qu'ils croiront qu'ils peuvent me manipuler, j'aurai l'avantage de la surprise. » Claire était sur le point de protester lorsque le téléphone d'Édouard sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-il. « Docteur Édouard ?» La voix de l'autre côté était jeune et nerveuse. « Ici Gabriel, votre beau-fils. » Édouard fut surpris. Gabriel, le fils d'Hélène de son premier mariage, avait 17 ans et ne parlait que rarement avec Édouard en dehors des salutations polies exigées par la vie de famille. « Gabriel, comment as-tu obtenu ce numéro ? » ?»« Je l'ai pris sur le portable de ma mère. Docteur Édouard, j'ai besoin de vous parler d'urgence. » »« De quoi ? » ?»« Des choses qui se passent, à propos de ma mère et de mon grand-père. Je sais certaines choses que vous pourriez avoir besoin de savoir. » Édouard se redressa. « Quel genre de choses ? » ?»« Je ne peux pas en parler au téléphone. Il pourrait écouter. Puis-je vous rencontrer quelque part ?» Édouard regarda Claire, qui avait remarqué l'importance de l'appel par le changement de son expression. « Gabriel, tu vas bien ? Tu n'es pas sous pression de qui que ce soit ? » ?»« Non, docteur Édouard. En fait, c'est le contraire. J'en ai assez de les voir vous traiter mal. Et il y a des choses qu'ils ont faites, des choses qui ne sont pas justes. » Édouard prit une décision rapide. « Rencontrons-nous. Rencontrez-moi au centre commercial à l'aire de restauration dans 2 heures. Venez seul. » « Merci, docteur Édouard. C'est important, très important. » Après avoir raccroché, Édouard se tourna vers Claire. « Je pense que nous venons de gagner un allié inattendu. Le garçon pourrait être utilisé par eux pour vous attirer dans un piège. C'est possible, mais Gabriel a toujours été différent. Plus sensible, plus observateur. Et il a raison sur une chose. Hélène et monsieur Armando ne m'ont jamais bien traité, même quand j'étais obéissant. Édouard, si nous devons le rencontrer, faisons-le ensemble. » « Je suis d'accord. Et Claire, peut-être qu'il est temps de commencer à enregistrer nos conversations aussi. Si nous allons jouer leur jeu, nous devons nous protéger. » 2 heures plus. Tard, Édouard et Claire attendaient nerveusement à l'aire de restauration du centre commercial.
Gabriel apparut à l'heure, un adolescent grand et mince, avec les cheveux sombres de sa mère, mais des yeux sensibles qui suggéraient une personnalité complètement différente. « Docteur Édouard, dit-il en s'asseyant à la table avec eux, merci d'être venu. Gabriel, avant toute chose, es-tu en sécurité? Personne ne soupçonne que tu es ici. Je le suis. J'ai dit que j'allais au cinéma avec des amis. J'ai quelques heures. » Édouard activa discrètement l'enregistreur de son téléphone. « Très bien. Que voulais-tu me dire ?» Gabriel prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à sauter d'une falaise. « Docteur Édouard, je sais que ma mère et mon grand-père mentent à votre sujet, et je sais que vous n'êtes pas vraiment un fils des Lefebvre. » Édouard et Claire échangèrent des regards surpris. « Comment sais-tu cela ?» « Parce que je les ai entendus discuter hier soir. Ils parlaient de la façon d'empêcher que vous découvriez la vérité sur votre héritage. Et mon grand-père a dit... » Gabriel hésita, visiblement perturbé. « Qu'a-t-il dit, Gabriel ? » « Il a dit que si vous continuiez à enquêter, il pourrait avoir à prendre les mêmes mesures. Drastique ce qu'il a prise avec Robert et Béatrice. » Le sang d'Édouard se glaça. « Il a dit cela ? Exactement avec ces mots ? » ?»« Pas exactement, mais c'est ce qu'il voulait dire. Et ma mère n'a pas protesté, docteur Édouard. Elle a juste demandé si c'était sûr, si cela ne laisserait pas de traces. » Claire sentit son cœur s'emballer. Les soupçons se confirmaient. Armando n'avait pas seulement volé l'héritage d'Édouard, il avait aussi ordonné l'assassinat de son père et de sa tante. « Gabriel, dit Édouard prudemment, comprends-tu la gravité de ce que tu me racontes ? Je comprends. Et c'est pourquoi j'ai décidé de parler. Docteur Édouard, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de mal dans notre famille. Beaucoup d'argent, beaucoup de secrets, beaucoup de conversations qui s'arrêtaient quand je m'approchais. Pourquoi m'aides-tu ? Ils sont ta famille. » Gabriel regarda Édouard droit dans les yeux. « Parce que vous avez toujours été gentil avec moi, même si je ne suis qu'un beau-fils, et parce que je pense que mon grand-père est un homme très dangereux. J'ai peur de lui, docteur Édouard. » Édouard se pencha sur la table. « Gabriel, serais-tu prêt à répéter ce que tu m'as dit aux autorités ? Si cela aide à vous protéger ? Oui. Même en sachant que cela pourrait détruire ta famille ? Docteur Édouard, dit Gabriel avec une maturité surprenante pour ses 17 ans, si ma famille est capable de tuer des gens pour de l'argent, alors peut-être qu'il est temps qu'elle soit détruite. » Édouard regarda Claire, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Ils avaient trouvé non seulement un allié, mais un témoin prêt à confirmer les pires soupçons sur Armando et Hélène. « Très bien, Gabriel, dit Édouard. Alors faisons cela de la bonne manière. Allons aux autorités, présentons une preuve et assurons-nous que la justice soit faite. Et après ? Après, Édouard sourit pour la première fois en jours. Après, nous trois commencerons de nouvelles vies, basées sur la vérité et le courage de faire ce qui est juste. » Claire prit la main d'Édouard et celle de Gabriel, formant un cercle improbable mais puissant de personnes prêtes à affronter des forces bien plus grandes qu'elles, par la simple conviction que la vérité vaut toujours la peine. 6 mois après les révélations qui avaient changé leur vie pour toujours, Édouard marchait le long de la plage de Deauville aux côtés de Claire, observant le soleil se coucher à l'horizon doré. Le procès avait été long et douloureux, mais la justice avait finalement prévalu. Armando Lefebvre était en prison en attente de procès pour meurtre et blanchiment d'argent, tandis qu'Hélène avait négocié un accord de coopération qui avait abouti à une assignation à résidence et à la perte de tous ses biens. Auriez-vous imaginé que nous arriverions ici lorsque vous avez décidé de me dire la vérité ? Demanda Édouard, s'arrêtant pour contempler les vagues qui embrassaient le sable. J'ai imaginé que vous méritiez de savoir qui vous êtes vraiment, répondit Claire, ajustant le châle sur ses épaules. Mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Édouard sourit. Compliqué est un euphémisme. Découvrir que ma vie entière était basée sur des mensonges, que mon père avait été assassiné, que ma femme était impliquée, il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner. Mais vous n'avez pas abandonné.
Non. Et savez-vous pourquoi? Claire le regarda avec curiosité. Parce que vous m'avez appris, quand j'étais enfant, que la vérité peut faire mal, mais c'est elle qui nous libère, et j'avais besoin de me libérer d'une prison dont je ne savais même pas qu'elle existait. Ils reprirent leur marche, passant devant des familles qui profitaient de la fin d'après-midi sur la plage. Édouard avait beaucoup changé ces derniers mois. L'homme tendu et tourmenté par des cauchemars avait laissé place à quelqu'un de plus serein, de plus authentique. Il avait récupéré non seulement son identité, mais aussi son humanité. « Comment vous adaptez-vous à votre nouvelle vie ?» demanda Claire. Édouard rit. « C'est encore étrange de me réveiller dans un appartement simple à Montmartre au lieu d'un manoir à la Défense. Mais c'est une étrangeté agréable. C'est réel. » Après avoir récupéré officiellement son héritage, que Armando avait considérablement réduit par ses détournements, mais qui représentait encore une fortune considérable, Édouard avait pris une décision qui avait surpris tout le monde. Il avait destiné la majeure partie de l'argent à créer une fondation dédiée au soutien des foyers et des enfants en situation de vulnérabilité. La fondation Robert Lefebvre fonctionne mieux que nous ne l'avions espéré, continua-t-il. Nous avons déjà réussi à rénover 3 foyers à Paris et nous sommes en train d'élargir. Pour d'autres départements. Ton père serait fier. J'espère que... Oui, et sais-tu qui joue un rôle fondamental dans le projet? Gabriel? Gabriel, qui aurait cru que ce garçon timide et effrayé deviendrait l'un des plus fervents défenseurs des droits des enfants? Il passe le concours d'entrée en droit, il veut se spécialiser en droits de l'homme. Gabriel était devenu comme un fils pour Édouard, après les événements traumatisants qui avaient détruit sa famille. Le jeune homme avait choisi de rester avec Édouard plutôt que de suivre Hélène dans son assignation à résidence, et il avait fleuri dans un environnement où il pouvait être authentique et travailler pour des causes auxquelles il croyait vraiment. « Et comment ça se passe au travail ?» demanda Claire. Édouard avait vendu sa participation dans l'entreprise de conseil et travaillait maintenant comme directeur exécutif de sa propre fondation. C'était un travail qui lui donnait un but et un sens, très différent de la vie vide de succès superficiel qu'il avait menée auparavant. « Hier, j'ai visité le nouveau foyer à Saint-Denis, » raconta-t-il. « Claire, tu aurais dû voir l'éclat dans les yeux de ses enfants quand nous avons annoncé les améliorations que nous allons mettre en œuvre. Ça m'a rappelé... Le garçon que tu étais au foyer Saint-Vincent ?» Exactement. Ça m'a rappelé moi-même à 8 ans, attendant que quelqu'un se soucie suffisamment pour faire la différence. Ils s'arrêtèrent à un kiosque pour boire de l'eau de coco, et Édouard regarda Claire avec une profonde gratitude. « Tu sais que rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas eu le courage de me dire la vérité, n'est-ce pas ?» Édouard, j'ai juste fait ce que toute mère ferait pour son fils. « Mère, répéta-t-il, savourant le mot. Puis-je te faire une demande? » Bien sûr. Édouard prit une profonde inspiration. Accepterais-tu d'être officiellement ma mère? Je veux que tu adoptes le nom de famille Mendes. Je veux que tu sois reconnue légalement comme ma famille. Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Édouard, Claire, tu m'as élevé quand j'avais besoin d'amour. Tu m'as appris des valeurs qui m'ont guidé toute ma vie, même lorsque j'avais oublié d'où elles venaient. Et maintenant, tu m'aides à construire quelque chose qui honore la mémoire de mon père et rend justice aux enfants qui traversent ce que j'ai vécu. Je serai honoré, réussit-elle à dire entre les larmes. Mais es-tu sûr? Une famille se construit, elle ne se hérite pas. Exactement, et je te choisis, Claire. Je choisis de t'avoir comme ma mère, comme ma famille, comme la personne la plus importante de ma vie. Ils s'étreignirent là sur la plage. Et Claire sentit qu'elle avait enfin bouclé la boucle qui avait commencé 25 ans plus tôt, quand un garçon effrayé était arrivé au foyer Saint-Vincent, ayant besoin d'amour et de protection. « Et il y a autre chose, » dit Édouard quand ils se séparèrent. « Quoi ? Je veux que tu sois la directrice pédagogique de la fondation. Personne ne comprend mieux les besoins des enfants dans les foyers que toi.
Claire fut surprise. « Édouard, je n'ai pas de formation universitaire. Tu as quelque chose de bien plus précieux, de l'expérience pratique et un amour sincère. Et si tu le souhaites, nous pouvons organiser que tu fasses des études en pédagogie ou en travail social. La Fondation peut financer. » À 51 ans, retourner à l'école? Elle rit. Pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Claire réfléchit un moment. Pendant toutes ces années à s'occuper des enfants du foyer, elle avait rêvé d'avoir plus de connaissances formelles pour les aider de manière encore plus efficace. Maintenant, pour la première fois de sa vie, elle avait cette opportunité. « J'accepte, » dit-elle. « À la fois l'adoption et le travail à la Fondation. Et l'université? Aussi, ça va être étrange d'avoir un fils plus jeune m'aidant avec mes études. » Elle rit. « Ça va être génial. Gabriel peut aussi aider. Il est toujours en train d'étudier pour le concours. » Ils reprirent leur marche, et Claire réalisa à quel point la vie avait fait un tour complet. Le garçon qu'elle avait soigné au foyer prenait maintenant soin d'elle, offrant des opportunités qu'elle n'avait jamais osé rêver. « Édouard, dit-elle, as-tu pensé à fonder ta propre famille, te remarier, avoir des enfants ?» Il sembla pensif. « Pour être honnête, je suis heureux comme ça. J'ai toi, j'ai Gabriel, j'ai le travail à la Fondation qui me donne un but. Si l'amour romantique se présente naturellement, tant mieux. Mais je ne cherche pas. Je profite de cette phase pour découvrir qui je suis vraiment. » « Et qui es-tu vraiment ?» Édouard sourit. « Je suis Lucas Dupont, fils de Robert Lefebvre et fils adoptif de Claire Dupont-Mendes. Je suis le grand frère de Gabriel. Je suis une personne qui croit que tous les enfants méritent amour, soins et opportunités. Et je suis quelqu'un qui vit enfin une vie authentique. Et es-tu heureux? Plus heureux que je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible. » Le soleil s'était complètement couché et les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Ils marchèrent vers l'appartement d'Édouard dans le quartier de Montmartre, où Gabriel les attendait avec le dîner prêt. Une tradition qu'ils avaient créée de cuisiner ensemble le week-end. « Claire, » dit Édouard en arrivant à l'immeuble, « merci. » « Pourquoi cette fois ?»« Pour tout, pour m'avoir aimé quand j'étais enfant. Pour avoir eu le courage de me dire la vérité quand tu m'as retrouvé, pour m'aider à découvrir qui je suis vraiment. Mais surtout pour m'avoir appris que la famille n'a rien à voir avec le sang ou l'argent. Cela a à voir avec l'amour, le soin et le choix mutuel d'être présent dans la vie de l'autre. » Claire prit le visage d'Édouard entre ses mains, comme elle le faisait quand il était petit et avait besoin de réconfort. « Édouard, Lucas, mon fils de cœur, dit-elle, tu n'imagines pas la fierté que je ressens d'avoir participé à la formation de l'homme merveilleux que tu es devenu. Et le plus grand cadeau que la vie m'a donné a été cette seconde chance d'être à tes côtés. » Ils entrèrent dans l'immeuble main dans la main, une famille reconstituée non par la génétique ou l'argent, mais par l'amour sincère et le courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Dans l'appartement, Gabriel les attendait avec un sourire radieux, la table mise et l'odeur du bœuf bourguignon. Une recette que Claire avait enseignée aux deux et qui était devenue le plat officiel des réunions, familiales. « Comment s'est passée le promenade ?» demanda Gabriel. « Super, répondit Édouard, et nous avons des nouvelles à te raconter. » « Quelles nouvelles ? Claire va officiellement devenir ma mère adoptive, et notre famille va enfin avoir tous les papiers en règle. » Gabriel étreignit Claire avec enthousiasme. « C'est génial! J'ai toujours su que vous étiez vraiment mère et fils. » Pendant le dîner, ils parlèrent des projets pour la Fondation, des études de Gabriel, de la nouvelle université que Claire allait commencer. Ce étaient des conversations simples, quotidiennes, mais chargées d'un amour et d'une authenticité qui n'avaient jamais existé dans le manoir luxueux où Édouard avait vécu avec Hélène et M. Armando. Quand ils se dirent au revoir ce soir-là, Claire rentrant chez elle à Saint-Denis et Gabriel allant dans sa chambre d'études, Édouard resta seul dans le salon, contemplant les photographies qui décoraient l'environnement.
Ce n'étaient plus des photos mises en scène d'événements sociaux, mais des images authentiques, lui et Claire visitant des foyers, Gabriel recevant une médaille de meilleur élève de l'école. Les trois ensemble, lors d'un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont. C'était une vie simple, authentique, basée sur des valeurs solides et des relations sincères. C'était, enfin, une vie réelle. Édouard prit le téléphone et appela Dr Marc, à Paris, qui était devenu non seulement son avocat, mais aussi un ami proche. « Marc, où en est le processus ?»« Tout avance bien, Édouard. Monsieur Armando prendra probablement au moins 20 ans, et les enquêtes ont révélé un réseau de corruption beaucoup plus vaste que nous ne l'imaginions. Tu as fait ce qu'il fallait. Et les autres foyers du réseau que la Fondation prévoit d'aider ? Les contrats sont en cours de finalisation. Le mois prochain, tu pourras annoncer l'expansion vers 5 autres villes. Super, Marc, merci beaucoup. Et pour tout. Édouard, puis-je te poser une question personnelle ? Bien sûr. Regrettes-tu quelque chose ? D'avoir découvert la vérité ? D'avoir perdu la vie confortable que tu avais ? Édouard regarda par les fenêtres de son appartement simple, voyant les lumières de la ville qu'il connaissait maintenant d'une perspective complètement différente. Marc, pour la première fois de ma vie, je me réveille tous les jours en sachant exactement qui je suis et pourquoi je suis ici. J'ai une famille qui m'aime vraiment et un travail qui donne un sens à mon existence. Comment pourrais-je regretter cela ? C'est une belle réponse. C'est une réponse vraie. Après avoir raccroché, Édouard se rendit sur le balcon et observa la ville qui s'étendait jusqu'où ses yeux pouvaient voir. Quelque part en bas, il y avait des enfants comme il avait été, perdus, effrayés, ayant besoin d'amour et de protection, et demain, comme tous les jours depuis qu'il avait découvert sa véritable identité, il se réveillerait prêt à faire la différence dans leur vie. C'était là le plus grand héritage que son père Robert lui avait laissé. Non pas l'argent qu'Armando avait essayé de voler, mais la responsabilité d'utiliser sa position privilégiée pour protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Et c'était là la plus grande leçon que Claire lui avait enseignée, que le véritable amour ne possède pas, mais libère, ne cache pas la vérité, mais offre le courage de l'affronter. Édouard sourit aux étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel de Paris. Enfin, après 35 ans, il vivait la vie qui était véritablement la sienne.